Ah, moi aussi, on a tous pensé la même. Tu sais, ça a été la réaction de ben du monde. J'ai regardé beaucoup de podcasts, j'ai regardé plein d'affaires. Écoute, j'ai regardé Dutch Mantel, j'ai écouté Jim Cornette, j'ai écouté un paquet d'affaires. Puis tout le monde a eu à peu près cette réaction-là, c'est de dire j'ai toujours eu la certitude que Vince céderait sa place lorsqu'il ne respirerait plus. C'est à peu près ça que tout le monde a eu comme moi, réaction. J'ai même tombé dans les théories du complot un peu là, en me disant OK, là, il cède sa place, mais il va rester au créatif. Parce qu'au début, c'était bon, il part, il sera plus le président, directeur général de la WWE, mais il n'y avait rien qui disait qu'il cédait aussi sa place du créatif. Fait que là, j'étais là, je me disais dans ma tête, hey, là, il va faire ça. Mais je vais persister à dire que même si le bonhomme, puis je vais l'appeler le bonhomme, est parti, il y a encore 80% des parts des actions votantes de la WWE. Ben, c'est ça. La vraie histoire en arrière de ça, puis on en a parlé avec JC aussi samedi. JC, tu as eu un peu la même réaction que nous autres. Là. On a tout un peu réagi en se disant, ben ouais, tu sais. Fait que là, des scénarios potentiels, ben, est-ce qu'il y avait autre chose qui pendait au bout du nez? Ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, est-ce que dans la foulée des allégations qui ont été faites, rappelons qu'il n'y a eu aucune accusation de quoi que ce soit, c'était une enquête interne de la I, tout ça, est-ce que c'est une façon également de noyer ce poisson-là, c'est-à-dire, gars, je vais tirer ma révérence. Est-ce que c'est parce que Steph puis Triple H l'ont convaincu, ou sa famille? Est-ce que, tu sais, il y a bien des si, là, la bonne vieille expression avec des si, on fait pisser les chiens, là. Il y a beaucoup de si. Sauf que, par contre, la résultante de ça, au final, c'est qu'il n'est plus là et que, écoute, vous avez probablement vu passer ça aussi. Il a envoyé un message au roster aussi, là, au talent, là, au worker de la I, en disant c'est vous qui avez contribué à blablabla. Puis, continuez de faire ce que vous faites. Je ne serai plus impliqué. Là, il a reconfirmé, je ne serai plus impliqué dans le processus créatif. Fait que là, il peut pas dire, t'as mal compris. Là. Non, c'est un send to all. Là. Et par contre, il a dit, mais je vais vous regarder. T'sais, en voulant dire, le spectre de Vince ne disparaîtra jamais. Il va être encore là, mais qu'il soit mort. T'sais, oublie ça. Sauf que là, ben, c'est ça. C'est le vrai pickle, la vraie affaire dans cette histoire-là, c'est la possession de Vince de 80% des actions votantes. Au moment où là, on se parle, John Laurinaitis, il n'est plus là. Triple H est revenu au créatif et Talent Relations, donc toutes les ententes avec les workers et tout ça. Donc, tu sais, c'est ça la job. Là. Créatif, tu sais, il est booker puis il signe les workers. Là. Triple H est assis à la chaise de Gorilla à Rollins. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'es booker, puis tu closes les deals pour signer le monde. C'est toi qui as les clés, là. C'est fini. Après ça, là, tout le monde s'est posé la question. On a parlé samedi, JC. Qu'est-ce qui va arriver avec Kevin Dunn? Qu'est-ce qui va arriver avec Bruce Pritchard? Kevin Dunn, c'est dans les airs. Personne ne le voit finir l'année. Personne ne le voit rester là encore bien longtemps. Et dans le cas de Bruce Pritchard, c'était un retour au bercail. Dans son cas, on s'en souviendra. Et ben écoute, c'était la hanche gauche et la hanche droite, là, Don Pritchard, Vince au milieu. Tu sais, là, fut un temps où est-ce qu'il y avait encore des gars comme Chief J. Strongbow, Pat Patterson, Jerry Briscoe. Tu sais, pendant l'Attitude Era, là, je suis pas en train de vous dire que c'était récent, mais tu sais, Vince, il a toujours eu son espèce de cercle fermé. Là, il en restait deux. Vont-ils rester là? Bruce Pritchard sera encore au créatif et relèverait de Triple H. C'est ça que j'ai entendu. C'est ça que j'ai lu. J'imagine que c'est similaire pour vous autres. Et là, ben, que va-t-il se passer avec le créatif? J'ai regardé Raw cette semaine. J'ai aimé le fait qu'il ait refoutu Theory tout de suite. Tu sais, le choix conscient, on va mettre Theory dans une storyline pour pas alimenter le kayfabe de tu sais... c'est qui va arriver avec Theory. Il y a eu des mimes aussi qui se sont promenés à l'effet que personne ne voulait vraiment... Ben là, encore une fois, là, je relate ce que j'ai lu. Je dis pas que c'est le cas. Que Omos, c'en était un que Vince voulait pousser, puis personne ne voyait l'intérêt et tout ça. Est-ce qu'il va y avoir des changements de ce côté-là? Et la dernière affaire, puis après, je vous laisse aller un peu, NXT.
NXT, le popsicle fondu, ça ne fonctionne pas, ça marche pas. Triple H, dans la foulée de ses problèmes cardiaques, il est rendu qu'un pacemaker a été la tête de turc de cette affaire-là. C'est lui qui a été tenu responsable du fait que la AEW a battu NXT parce que Vince a fait le choix à l'époque de présenter NXT contre la AEW. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé. Moi, je disais même, c'est presque une insulte à AEW, parce qu'on va se le dire, NXT, c'était hot, là, mais c'était pas le main brand. Là. C'était pas Raw, c'était pas SmackDown. Ah, m'a envoyé mon territoire de développement contre ta grosse patente. Puis il s'est fait torcher. Je m'excuse, là, mais c'est AEW qui sort en avant là, dans cette affaire-là. Fait que là, ben, c'est la tête de Triple H pendant sa convalescence qui a roulé là-dessus. Puis là, ils ont sorti le popsicle fondu. Dernier point que je veux faire, je suis super content pour Triple H parce que moi, je considère qu'il a fait une bonne job. Ben oui, quand il était à I, c'était pas toujours un être humain de commerce agréable de pas mal tout ce que j'ai entendu. Sauf que dans un rôle administratif, un rôle de management, moi, j'ai rien à dire sur l'ouvrage que Triple H a fait. Toi, JC, t'as fait la feuille sale. On a fait la feuille sale ensemble en fin de semaine. C'est passé une couple de petites bébelles depuis, mais pas grand-chose de nouveau. Où c'est que t'es là, dans tout ça? Là? Qu'est-ce que tu prévois? Là? Ce que je prévois, et je sais pas quoi prévoir. J'espère justement que ça va affecter le produit différemment. On a vu la première heure de Monday Night Raw a été basée sur le fait de démolir Austin Theory. Austin Theory a mangé une volée pendant quasiment une heure. Ouais, mais il était à TV, JC. Ouais, écoute, c'est la future star, ça change pas, ça, là. Ça ne changera pas l'avenir de Theory. Tant qu'il n'est pas blessé, tout va bien aller. Puis Raw mise beaucoup sur lui. T'as-tu vu Omas à la TV depuis les problèmes à Vince, toi? Non. Fait que, tu sais, c'est moi, peu importe ce qu'il allait faire avec, je suis content que Theory soit encore un peu, tu sais, puis que ce soit lui qui soit venu interrompre le segment de Roman, puis tout. Tu sais, rappelle-toi, Jericho, ils l'ont fait commencer contre qui? Contre The Rock. Fait que, tu sais, Roman, c'est le top guy, puis ça m'a rassuré. C'est peut-être pas le bon terme, mais tu sais, j'étais content. J'étais content parce que moi, je le trouve cool, ce kid-là, puis je pense qu'il y a un avenir. Je le regardais encore, tu sais, il a pas l'air fou dans le ring avec un Bobby Lashley ou un Roman Reigns, tu sais, il est pas... Il y a tout. C'est un... Il y a l'attitude, il y a la façon de s'exprimer, il y a la technique dans le ring. Oh, ouais. C'est une future star. L'autre affaire, tu vois, Martin Boisvert, Steve, avant qu'on passe aux commentaires, parce qu'il y a un très bon commentaire de Martin, mais Steve, toi, t'es où, là? Parce qu'on ne s'est pas reparlé depuis que la nouvelle est sortie, là. T'es où là-dedans? C'est quoi les grandes lignes de ce que t'en penses, là? Moi, pas du départ de Vince, mais du futur, mettons, là. Moi, de ce que j'en pense, puis du futur, là... Premièrement, les boys, Dave Meltzer, il a confirmé aujourd'hui que le Raw qu'on a eu lundi avait été écrit et approuvé par Vince McMahon jeudi passé avant qu'il démissionne. Fait que il y a juste eu une petite portion de Triple H. Où ce que j'ai des grands espoirs, moi je me rappelle Triple H il y a une couple d'années qui disait que dans un monde idéal, Monday Night Raw durerait 2 heures et non 3. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va possiblement arriver, même si je suis conscient que c'est de la grosse argent, là. Puis, j'ai appris en fin de semaine là, que NXT avait été confié et que le gars aurait carte blanche à Shawn Michaels. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, le créatif, là, les deux top, le boss, ça va être Triple H, mais son bras droit sera pas Bruce Pritchard, ça va être Shawn Michaels. Fait que ça, c'est réglé. Tu sais, les boys, moi, je pense que d'ici la fin de l'année, là, on va voir la couleur que la WWE va prendre avec les prochaines signatures. Tu sais, là, les athlètes et les no-names qui n'ont jamais fait de lutte, là, ça, c'était l'idée de Vince McMahon. J'ai hâte de voir si Triple H va continuer dans cette lignée-là ou bien il va dire « Hey, on s'en va dans Indy, on va rechercher du monde. » Ben là, l'autre affaire que ça va rendre intéressant aussi, c'est qu'il y a des gars qui vont être en renouvellement de signature à AEW, là. Oui, puis tu sais, il y a les rumeurs, les rumeurs d'Adam Cole qui était très tight avec Triple H, puis tout le kit. Tu sais, moi, vous dire qu'est-ce que je souhaite. Ce que j'espère, c'est que tous les stéréotypes qu'on connaissait à Vince vont mourir.
Il va peut-être en avoir des nouveaux. Je veux pas dire que c'est pas cool un gars de 7 pieds 3 non plus. C'est pas ça que je suis en train de dire. Sauf que, tu sais, peut-être que justement des Adam Cole, puis, tu sais, Martin Boisvert faisait un commentaire hyper pertinent. Il dit le retour de Dolph Ziggler, c'est un signe du changement de Triple H. Je suis d'accord avec ça. Je suis pas mal. Pour moi, ça fait du sens. Dolph Ziggler, c'est un Triple H guy. Triple H adore ce gars-là. C'est ça. C'est un. Tu sais, écoute, ils ont déjà. Là, je ne fais pas de comparaison. Tout le monde, on reste calme. Mais tu sais, Dolph Ziggler, c'est le workhorse. Nomme-moi un match de marde de Dolph Ziggler. Il n'y en a pas, là. T'sais, je veux pas le comparer à Shawn Michaels, mais c'est un des gars que, justement, tu l'envoies, tu le fais runner un programme avec quelqu'un, tu sais que ça va être efficace, que ça va fonctionner, qu'il n'y aura pas de botch, qu'il va pouvoir... C'est un bon ring general, il va pouvoir caller les matchs, puis tout. Fait que moi, le chaos, j'aime ça. OK? Je suis fait de même. J'aime ça. Tu sais, il y a du monde qui sont réfractaires au changement. Moi, c'est le contraire. Moi, j'adore ça, les changements. Tu sais, j'étais le genre de gars, moi, que quand il y avait des... Je travaillais pour une grosse corporation, puis c'était pas envers les personnes, là, que vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais tu sais, quand il y avait des réorganisations, là, moi, j'avais pas le taquet de bas. Moi, ça m'excitait, là. Hey, il m'a peut-être changé de département, m'a peut-être découvert faire d'autres choses, apprendre une nouvelle job. Ben, c'est de même que je vois ça un peu... Oui, j'ai hâte de voir, c'est ça. J'ai hâte de voir quelles répercussions positives. Il va en avoir des répercussions négatives. C'est certain. Il y a du monde qui ne seront pas dans le Boys Club de Triple H puis qui n'auront plus de place. Ça fait partie de la game. Ça. Quand tu arrives à quelque part, tu emmènes ta gang. C'est immuable. Ça fonctionne de même. Sauf que, ben là, j'ai bien hâte de voir ça. Puis on va suivre ça, évidemment. On répétera pas tout ce qu'on a dit dans Feuille Sale, mais on va évidemment suivre ça. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que tout ça se produit dans la foulée d'un Big Four, qui va avoir lieu samedi. D'ailleurs, pour nos amis patrons et tout ça, ben patreon.com /le Coréron, si vous voulez regarder ça en watch along avec nous autres. Et je précise que nous ne streamons pas l'événement. Vous devez y avoir accès. On est tous ensemble. On se regarde le regarder. C'est ça qu'on fait, dans le fond. Je veux pas. Ben là, je pourrais plus. Hey, il y a un paquet. Tu sais, une autre affaire à laquelle j'ai pensé? Je peux plus faire des maîtres de jokes. Je peux plus dire Vince va débarquer chez nous. Quand on fait les montages des épisodes en vidéo, je pourrais pas dire Vince, il veut pas que vous écoutiez la toune. C'est fini, ça, là. Il va falloir dire Triple H, il aime pas ça. Tu sais, c'est vraiment drôle. Hey, je close avec... avez-vous vu passer le tweet d'Adam Pearce cet après-midi? Adam Pearce, il est chez eux, il fait une vidéo, il est chez eux, il a l'air d'avoir le taquet bas. T'sais, tout le monde se dit, bon, ils vont avoir annoncé qu'il le laisse aller. Lui, c'est un producer du show. Puis là, ben, il dit, là, ça fait 35 ans que je suis dans le business. Patati, patata. Puis là, never gonna give you up de Rick Astley, Paul. Puis il revient pas. Fait que là, tout le monde l'envoie chier. C'est mon trou de cul. Fait qu'il a fait un Rick Road. C'est ça, ouais, c'est exactement ça. Allez, on continue parce qu'il s'est passé des affaires autres que Vince. Et évidemment, Dead Before Dishonor, c'était en fin de semaine. Moi, je sais que JC a bien aimé ça parce qu'on en a parlé hors micro. Je sais pas, Steve, si tu as eu la chance de regarder ça. Moi, oui. J'ai vraiment trippé. Et enfin, ben, JC, t'as dû te salir. Parce que là, désolé, mais oui, on va divulgacher. Claudio Castagnoli, maintenant, champion Ring of Honor. Tu devais tripper ta vie. Écoute, c'était un grand moment. Ce qui a gâché le moment, c'est la salle vide. Qu'est-ce que tu veux dire, la salle vide? Ben, ça me donnait pas l'impression d'être vide. Vous n'avez pas vu les images de la foule de Ring of Honor Dead Before Dishonor? Ben, moi, j'ai regardé le pay-per-view, puis ça m'a pas donné l'impression que c'était vide. Là. OK. À part le parterre, il n'y a pas personne dans les estrades. OK. Ben, écoute, ça se peut, sauf qu'en même temps, tu sais, c'est des pay-per-view buys là, qui veulent. Claudio Castagnoli, comme je l'ai dit quand il a signé avec la AEW, c'est un atout pour n'importe quelle promotion de lutte. Absolument. Là, il lui donne enfin un championnat majeur. C'est une excellente chose. Mais, c'est ça. Est-ce que la ROH maintenant, avec Tony Khan, est-ce que c'est une bonne chose? Ben, moi, je pense que oui. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Je vais faire... donne-moi juste une seconde. Là. Je veux juste aller pogner à la carte là, parce qu'on va faire le tour de la carte aussi. Là.
Mais ça, je vais t'expliquer. Non, mais attends un peu, JC. Ouais, ben non, c'est sûr. Puis écoute, c'est pas. Il n'y a aucune question que ce gars-là, il mérite, puis il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ring of Honor? C'est super simple, là. C'est que Jim Cornette, au tournant 2010, 11, 12-ish, là, il a été mandaté pour construire une proposition d'affaires pour que le groupe Sinclair, qui est un regroupement de chaînes câblées, achète Ring of Honor. Pas plus dur que ça. Il a fait une bonne job. Sinclair a acheté ça. Sinclair, là, c'est une compagnie là, qui vaut dans les milliards, dans le milliard de dollars, là, OK? Qui a genre 70 chaînes câblées. T'sais, ça faisait du sens que ROH achète cette compagnie-là. Sauf que, Sinclair achète cette compagnie-là. Voyons, Cornette a travaillé là. Écoute, à l'époque, il y a eu Nigel McGuinness. Il y a eu un paquet de monde au micro. Puis tout ça, tout c'est comme... passé comme ça devait. Et finalement, prévisible un peu, c'est le monde corporatif, c'est pas le monde de la lutte. Et ils n'ont jamais été capables de le faire lever ça autant qu'il aurait pu. Là, au moins, Tony Khan, la seule affaire qu'il fait dans la vie, il est promoteur de lutte. Tu comprends? Fait que, tu sais, moi, puis rappelez-vous quand on parlait d'ROH, tu sais, je disais, ça va être le NXT de Tony Khan. Puis je suis à l'aise avec ça. Je t'arrête, Martin. C'est pas juste un promoteur de lutte. C'est maintenant le longest running CEO in wrestling. Ouais. C'est ce qui était là. Ouais, il a oublié d'ajouter quelque chose aussi. C'est vraiment le CEO d'une compagnie de lutte le moins drôle ever. Mais, fait que c'est ça. Fait que je vais faire rapidement, là, je vais faire le rundown, évidemment, de l'événement. Bon, il y a eu Rouge versus Dragon Lee. C'était bien correct comme match. Ce sont deux frères. The Righteous contre Dalton Castle and The Boys. Match bien correct. Six-Man Tag Team Championship. Mercedes Martinez contre Serena Deeb. Moi, j'ai toujours de la misère à regarder Serena Deeb. J'ai l'impression qu'elle va casser en 8. Wheeler Yuta contre Daniel Garcia. Un excellent match. C'était pour le Pure Championship. Un esti de bon combat. Samoa Joe contre Jay Lethal, c'était tel que tel. C'était ce à quoi on était en droit de s'attendre. Il y a eu évidemment Claudio Castagnoli contre Jonathan Gresham qui était champion. C'est Claudio qui a gagné. En ouverture de gala, naturellement. Oui. Et puis c'est bien correct. C'est sa nouvelle façon de... Tu sais, on veut pas que le monde s'en aille. On veut que le monde reste. On lui garoche tout en partant. Et bien sûr... Le 2 out of 3 falls pour le Tag Team Championship de la ROH, FTR contre The Briscoes. Contre-moi ça, JC. Écoute, sensationnel. Debout, assis sur le bord de ma chaise. Ça, c'est de la lutte comme je l'aime. Je te l'avais dit, Martin, dans Faisal. Puis je le répète encore. On va aller le show. J'étais pas très, très dur à convaincre, JC, évidemment. Non, FTR est allé chercher une autre grosse victoire dans un combat spectaculaire. Il y aurait eu juste ce combat-là, puis ça aurait été un show incroyable. Moi, c'est facile. Des matchs 2 out of 3 par équipe, il n'y en a pas beaucoup. C'est rare. T'sais. On a parlé la Hart Foundation contre Demolition à SummerSlam. C'est pas une affaire qui arrive régulièrement. T'sais. Ça peut arriver plus souvent dans des 2-3 2 out of 3, mettons, pour des matchs en single. Mais écoute, hallucinant. Les Briscoes. Puis là, en plus, les Briscoes sont signés par Tony Khan à ROH/AEW de longue durée. Parce qu'on va se le dire, là, les gars, ils n'ont plus 28 ans non plus. Là. Mais ils sont exclusifs. Là. Ouais. C'est le meilleur match 2 de 3 par équipe que j'ai vu. Puis c'est un des très, très bons matchs par équipe que moi, j'ai vu depuis que je suis la lutte. Là. Ces gars-là, en plus d'être extraordinaires, ils ont une chimie absolument débile. Et là, c'est ça. Puis tu vois, Martin qui dit Triple H n'aurait jamais laissé FTR à l'époque. Peut-être. C'est ça, là. C'est toutes ces affaires-là que le départ de Vince va nous faire se questionner. C'est toutes des choses comme ça. Tu sais, Adam Cole qui voulait aller retrouver ses chums à AEW parce qu'il n'y avait jamais de call-up. Est-ce que ça pourrait avoir des implications éventuellement? On va le savoir. On le sait pas plus ce matin, mais on va le savoir. On sait que Tony Khan donne des contrats généreux, mais c'est tous des contrats à court terme. Ouais, non, c'est ça. Puis il fait bien. C'est ça qu'il faut qu'il fasse. Il faut pas qu'il prenne des engagements à trop long terme. Puis il faut qu'il sécurise ceux que ça colle. Tu
C'est ceux qui font vendre des billets, c'est clair, là. C'est sûr. C'est ça. À la fin de l'année, Martin, quand on va faire notre épisode de fin d'année, où on va faire le top des meilleurs combats de l'année, on va parler des FTR. Oui, c'est sûr. Puis probablement plus qu'une fois. Martin Boisvert pose la question, FTR, est-ce que c'est le best team ever? Pas pour moi, mais ils sont dans la conversation. Tant qu'à moi, là, ça, je ils te font dirais qu'actuellement, oui. Ça, en ce moment, oui. Je dirais que facilement, FTR, c'est la meilleure équipe de lutte des 10 dernières années. Ouais, je irais probablement jusque-là, mais là, tu vas t'accrocher un peu dans des Hardys puis dans des affaires comme ça. Ouais, puis mais DIY aussi. Pis... Ouais, mais ils sont là, tu sais, là, c'est pas le top 5 là-dessus. Merci, T-Butch. C'est pas ça le top 5 à soir, mais c'est invariable qu'ils font partie de la conversation. Ça, je pense qu'on est d'accord tous les trois. Là. Mais... On a-tu déjà fait un top 5 des équipes? Je pense pas. Non, on va faire qu'on travaille là-dessus. Ajouter dans le ajouter dans le carnet. Là, on a parlé de Death Before Dishonor, mais là, les boys, ça va être là. Hey, mais il y a eu des répercussions de ça, du gala de ROH en fin de semaine. Là. Selon toute vraisemblance, c'était la dernière fois qu'on aurait vu Jonathan Gresham à la Ring of Honor. Ouais, mais tu sais, ça encore, là, c'est sûr que c'est du stock à dirt sheets, là, puis j'ai pas de raison de pas croire ce que j'ai lu, mais tu sais, ça semble être une problématique de communication, là, tu sais, genre, moi, je pense qu'il m'aime pas, puis gna, tu sais, puis des affaires comme ça. Oui, c'est sorti. Moi, j'accorde plus ou moins d'importance à ça. Mais écoute, de toute façon, tu sais, Gresham, c'est un bon worker. Il n'y a rien à dire contre lui, mais tu sais, c'est pas Claudio. Puis c'est pas Rouge. Puis c'est pas. Tu sais, il y a ben. Tu sais, je veux dire, il y a 10 gars qui peuvent prendre la place. Puis j'inclus même. Incluant AEW dans l'équation, là. Tu sais, parce que là, c'est ça, faut pas oublier, là, quand Tony Khan a acheté ça, il a rallongé 2 bancs, là. Il a rallongé le banc de la ROH, puis il a rallongé le banc de la AEW, parce qu'FTR est presque là à tous les gars-là. Tu sais, le dernier aussi, il était là avec les Briscoes, là. Fait que... hey, les boys... Regarde, je trouve ça assez sensationnel d'avoir William Regal débarquer à ROH. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, c'est gagnant-gagnant. Tu sais, c'est bon pour les deux brands, mais encore plus pour ROH, puis c'est ce brand-là qui a besoin d'aide. Fait que... Tu sais, moi, en ce moment, je considère que je mettrais ROH dans les promotions de lutte, je mets ROH 4e. J'ai mis en avant d'Impact. Là. Okay, pas pour les droits de TV, tout ça, je te parle de produits que j'ai envie de regarder. Moi, c'est pas compliqué. C'est la AEW, New Japan, puis ROH. Je suis là. That's it. Hey les gars, je vous fais le rundown de la carte, là, puis c'est dans le désordre. Je vous fais le rundown de SummerSlam. On va commencer par un match qui n'aura pas lieu. C'était Riddle contre Seth Rollins. On ne sait pas encore si c'est kayfabe ou pas. Seth Rollins a lâché un tweet dans lequel il dit je m'excuse de ne pas faire partie de la carte de SummerSlam. Ça a l'air un peu workshoot, là. Il en rajoute un peu. Mais semble-t-il que Riddle a été blessé, là, je pense au dernier Raw ou au dernier, en tout cas sa dernière apparition en télé, une blessure au plexus. Ouais, sur Raw, il aurait eu, de ce que j'ai pu comprendre, là, une plexus. Brisure ou une grosse contusion majeure à la cage thoracique après le move à Rollins, le coup de pied, comment il s'appelle? Le punt. Le stomp, excuse, c'est le punt kick, c'est Randy Orton. Est-ce qu'il a fait ça sur les matchs? Là, la machine à rumeurs est partie de ses réseaux sociaux, justement. Puis il y a des adversaires possibles quand même pour remplacer Riddle à SummerSlam pour permettre d'avoir Seth Rollins et un combat présentable sur la carte. De Kevin Owens, de Dolph Ziggler. Ouais, mais il faut tout le temps que tu y ailles avec le pourquoi. Bon, mais regarde, si tu veux offrir un combat de lutte de qualité, t'as du choix. Ah, ben oui, c'est sûr. Là, écoute, ça peut. Il leur reste SmackDown pour setter up ça. Là. Je veux dire, ils peuvent encore faire un setup, sauf que ça sera pas Riddle contre Seth Rollins parce que c'est une storyline puis toute la kit. Ça va être un match bouche-trou, c'est sûr. Puis je dis pas ça pour manquer de respect à KO si c'est lui, là, on s'entend. Là, parce que présentement, KO est pas sans carte. Sammy est pas sans carte. Dolph est pas sans carte. Ben, c'est pas une si grosse carte que ça parce que là, je vais y aller, là, OK? Logan Paul contre The Miz. Après ça, t'as Bianca Belair contre Becky Lynch.
T'as Pat McAfee contre Happy Corbin. T'as Street Profits contre les Usos, le match 894. T'as Bobby Lashley contre Theory. Ça aussi, c'est en train de devenir star. Là. Ça, c'est stale un petit peu. Liv Morgan, Ronda Rousey. T'as Brock contre Roman. Je t'ai fait la carte à date. Ouais. OK, y a pas... écoute, là, ça va être dur. Ça sera pas un show de 4 heures, là, d'après moi, là. Logan Paul contre The Miz, j'essaye d'embarquer, je suis pas capable. Seth contre Riddle, ça arrivera pas. Bianca contre Becky Lynch, oui, ça va être cool. Pat McAfee contre Happy Corbin, bof, tu sais. Street Profits contre les Usos, je vais le regarder. Il va y avoir des high spots, mais ça va être un amalgame de combats qu'ils ont déjà fait. Puis ça, Martin, on en a déjà parlé, mais as-tu vu ça souvent aussi des combats par équipe qui ont un special guest referee? Non, c'est plus. Ben oui, je l'ai vu, mais c'est plutôt rare. Là. C'est pas super répandu. C'est pas commun. Non, c'est pas super répandu. Bobby Lashley contre Theory. Écoute, on l'a vu déjà. Après ça, Liv contre Ronda Rousey. J'espère que Liv Morgan va garder la belt. Puis Brock contre Roman. Puis regarde, là, je vois pas comment Brock peut gagner ça. Là. Je vois pas comment ils vont mettre Brock over contre Roman, à moins que Roman veut un break. Moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce combat-là, mais j'ai aussi hâte de voir la touche Triple H là-dedans. Mm-hmm. Ben oui, c'est ça que je voulais dire tantôt. Oh, ouais, c'est ça que je voulais dire tantôt, que ça va être intéressant de voir ce qu'il va. Tu sais, qu'est-ce que ça va donner comme saveur, comme facture de booking différente peut-être. Là, moi, je veux dire, OK, je vais vous faire, je vous fais mes prédictions, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. OK, on fera pas un top 5 avec ça. Logan Paul contre The Miz, je vois pas, je pense que The Miz va perdre sans se faire mal. Ouais, exactement, c'est ce qui va arriver parce que Logan Paul, c'est la star à mettre over. Bon, voilà. The Miz va être excellent là-dedans. Ouais. Bianca contre Becky Lynch, moi aussi, Bianca. If Bianca loses, we riot, là. Non, Bianca va prendre ça. Je m'attends à un match qui va devenir probablement un classique dans ce combat-là. Puis peut-être le retour de Bayley après. Pat McAfee contre Corbin, je m'en calisse. McAfee va gagner même si tu t'en calisses. Street Profits contre les Usos. Je serais surpris qu'il enlève la belt à Roman. Parce que je serais surpris qu'il enlève la belt aux Usos puis qu'il la laisse à Roman. Là. C'est trop hot cet angle-là, faut que ça continue. Ouais, mais là, c'est-tu les deux belts par équipe qui sont en jeu ou c'est juste une? Oh oui, c'est Undisputed. Il continue de. Roman continue. Il y a un titre à Star, mais il continue à se promener avec les deux belts. Là. Ouais, parce que ça flash. C'est ça. C'est juste ça. Fait que moi, je prédis que les Usos vont gagner. Bobby Lashley contre Theory, je pense que Bobby va garder sa belt. Oui, puis écoute, d'après moi, ça va finir dans un compte extérieur, une petite qualification, quelque chose comme ça. Puis d'après moi, ça devrait être le premier combat de la soirée. Liv Morgan contre Ronda, j'espère que ça va être Liv. Fait que je prends pour elle, mais tout se peut, là. Moi, je pense que c'est Ronda. Bon. Puis Brock contre Roman, ben ça va être Roman qui va être over. Puis je pense pas qu'il va y avoir de cash-in de Money in the Bank. Non, je pense pas non plus. Puis s'il y en a un, il marchera pas. S'il y en a un, il marchera pas. C'est ça que je pense. Ça que je jasais l'autre fois, justement, avec JC, c'est arrivé 2 fois qu'il y a eu des cash-in Money in the Bank. Puis c'était-tu les 2 fois? Oui, les 2 fois, ça a été correct. Les gars ont gagné ceinture. Il y a 7 à WrestleMania 30. Non, les 2 fois de cash-in à SummerSlam. Ah, à Summer tout de suite après, OK. Il y a eu Randy Orton, puis il y a eu Alberto Del Rio. Oui, mais Alberto... Ouais, OK. Puis ça, c'est l'année qu'Alberto avait gagné le Rumble aussi, à 50 personnes, hein? À 40, ouais. À 40, ouais, c'est ça. Fait que tu sais, grosso modo, là, une carte assez commerciale, hein, on réinvente rien. Puis, tu sais, moi, je m'en vais là avec pas trop d'expectatives. Puis, ce que je vais chercher, c'est pas tellement le résultat. Je vais être plus léger dans ma critique, mais je vais chercher les signes de Triple H, par exemple. Ah, ben oui. Je vais vouloir voir du Triple H. Puis, l'autre affaire que je me demande, est-ce que
Vince, il va l'appeler avant ou après. On le saura pas, là, mais ça, je serais vraiment très curieux là, de savoir que c'est que. En tout cas, ça va être drôle. Fait que ça c'est correct. Après ça, ben écoute, qu'est-ce qui peut bien avoir d'autres d'intérêt? On dit, ça a tellement viré, ça a tellement été minute, Martin. Oui. Martin. Ben oui, mais j'étais pas pour closer le segment, là. JC, vas-y, mon chum. Non. Dimanche. Ouais. À Starcast. Le dernier combat de Ric Flair. Ah, JC, je m'en calisse. Je trouve ça épais. Je me fous c'est qui. Faut quand même en parler. Ben oui, je viens de le faire. Je l'ai dit. Tu sais, c'est vrai que c'est pas l'idée de génie. Mais Ric Flair veut un dernier chaîne, puis regarde, il va se faire transporter par 3 gars dans ce combat-là. Oh oui, c'est tout correct. Je trouve ça cave pareil. Quand même, il aurait mis Jésus dans le ring, ça m'intéresse pas. C'est fini, Rick. Écoutez, Mark? Non. Moi, je vais pas le regarder. Je le regarderai pas. Molly le compte rendu. Je ne veux pas contribuer à cette affaire-là. Je veux pas être impliqué là-dedans. Là. Moi, écoute, là, c'est le... I take a stand, là. Si Goldberg, il revient. Si Taker revient. Ric Flair revient. Si Hogan, il revient. Je veux rien savoir. Ils n'ont plus rien à prouver. Il n'est pas question que je mouille le pouce pour dépenser pour regarder ça. No way. Puis je le sais, vous allez me dire, regarde-la en stream. Non! C'est pas juste une affaire d'argent. C'est une affaire de donner de l'attention à quelque chose que je pense qu'il en mérite pas. Parce qu'après ça, ça va être quoi après? Hey, ça a tellement bien été. Hey, puis j'étais top shape, il va en avoir un autre. Je veux rien savoir. C'est fini. Il était 2 fois au Hall of Fame, là. Tu sais, écoute, là. George Foreman, il va-tu se rebattre, là? Tu sais, il est rendu là. Moi, je vais l'écouter, puis je vais l'écouter avec attention en me disant, écoute, premièrement, c'est sûrement la dernière fois. J'espère que c'est la dernière fois. Mais 2, je veux voir ça, moi. Ouais, ben, côté worker, tu sais, je peux peut-être qu'on... Je suis d'accord que, tu sais, je comprends ton intérêt, mais moi, comme fan, j'en ai pas. Puis tout ce que j'y souhaite, là, c'est qu'il se blesse pas. Ah, ben, c'est sûr, ça, puis, c'est puis sûr. Qu'il se ramasse pas, qu'il se ramasse pas, là, avec, je sais pas, là, faire un stroke ou quelque chose comme ça, là. Oui, moi, je prévois une fin de combat de Finger Force Jeff Jarrett par Ric Flair, puis après ça, Andrade va être là. Et étrangement, on va avoir une Charlotte Flair qui applaudit dans la foule. Ah, moi, parfait. Même backstage, là, probablement. Bien content pour eux autres. Moi, je ferai pas partie de ça. Je veux rien savoir. Hey, je continue des petites affaires en rafale. Il y aurait une rumeur à l'effet que Page s'en irait à la AEW. Un énième retour dans le ring avec un 8e avis de docteur. Là. On pense à Bryan Danielson, on pense à Edge, on pense... D'ailleurs, lui aussi, là, il y a des rumeurs qu'il l'inclurait dans quelque chose à SummerSlam. Est-ce que on a déjà eu Seth Rollins contre Edge à Mania. On a déjà eu, je vois pas comment ils peuvent en fait, ils se sont affrontés à SummerSlam l'année passée. Ouais, c'est ça. Non, mais ils ont fait un Mania COVID aussi, là, quand ils se battaient dans les bureaux de la I, là. C'était pas un SummerSlam. C'était pas contre Randy Orton, ça? Ouais, c'est Randy Orton. Ah, t'as raison, c'est vrai, t'as raison. Mais il y a eu un gros programme, Seth Rollins contre Edge, là. C'est déjà arrivé. Oui, ça a duré quelques mois. Ça avait commencé à SummerSlam l'année passée. Ouais. Edge a fait son entrée avec The Brood. Ouais, c'est ça. Fait que ça fait partie des rumeurs. Il y a eu Page aussi, là, encore une fois, un énième retour potentiel. Ça fait pas mal le tour, je pense, là, des actualités. JC et Steve, aviez-vous autre chose? Moi, j'avais juste un petit clin d'œil à faire à la Fédération de lutte québécoise samedi dernier, le 23 juillet. Dans le cadre du Festival Juste pour rire, la FLQ de Carl-le-Duc a présenté un gala de lutte. De mémoire, là, c'est le gala de lutte qui va avoir attiré le plus de monde depuis les années 80. Sous toute réserve, si quelqu'un dit qu'il y avait un 17 000 personnes, je vais dire easy, t'es peu heureux dans tes prédictions ou dans ton évaluation. Mm-hmm. Ils ont eu un maudit bon gala de lutte, une belle foule, c'était vraiment le fun pour eux autres. Moi, mon gars était sur le show, à un moment donné, quand on s'est parlé le lendemain, il me dit, écoute, je suis sur le 2e câble, je regarde la foule, puis je vois pas la fin.
Ah, c'est super cool, ça. Vraiment content pour Carl aussi, parce que je sais que lui et sa conjointe travaillent bien fort là-dessus, FLQ, puis tu sais, c'est sûr que la pandémie, ça a pas aidé à tout le monde non plus, là, c'est clair. Là, tu peux pas tenir d'événements, okay? C'est ça que tu fais quand tu promouvois de la lutte, là. Je veux dire, il n'y a pas d'autre chose à faire, là. Tu as bien beau faire des lives de toi au gym, mais c'est pas ça qui met du beurre sur tes toasts. Fait que je suis bien content pour Carl, puis j'arrête pas de le dire, mais là, on va le faire, là, je vais le contacter justement pour peut-être le prochain, ou en tout cas dans les prochaines semaines, pour qu'il vienne faire son tour, puis vienne nous jaser ça. Puis peut-être parler justement là, de cette expérience-là. Puis qu'on ait au moins, écoute, un semblant de chiffres de tourniquets potentiels. JC m'avait. T'es allé, toi, JC, hein? Tu m'as envoyé c'est des photos de ça, ben que tu m'as quand il montait le ring. Là, j'ai croisé Jay d'ailleurs un peu. Je suis pas resté pour tout le gala, malheureusement, je travaillais le même soir. Mais ceci dit, full extraordinaire. Genre, on en parlait hors micro, là. C'est le dernier soir du festival, samedi soir du festival Juste pour rire, c'est la place des festivals. C'est la grande scène, tu peux offrir n'importe quel gala puis t'offres de la lutte. Je trouve ça extraordinaire. Ah non, c'est vraiment super cool. Puis les boys, je sais pas ce que vous en pensez, mais je veux quand même faire un petit clin d'œil à Jacques Rougeau, parce que je sais qu'il y a eu des nouvelles très encourageantes côté santé. Puis je suis bien content pour lui. Je le lui ai écrit, mais je suis heureux pour lui. Il semble être pas mal soulagé aussi. Là, il y avait des problématiques peut-être associées à une bactérie ou quelque chose comme ça. Puis là, ça a l'air que tout est clean. Il va sûrement encore avoir quelques petits trucs à régler, là, mais le gros morceau, là, c'est pas mal réglé. Fait que bien content pour Jacques, puis souhaitons que justement dans la foulée de ces nouvelles-là, que puisse continuer de faire ses projets et continuer de faire avancer ce sur quoi il travaille. Ça se termine en nous. On parle de Lutte Academy, bien sûr. Puis voilà, donc qui sait, peut-être qu'il reviendra faire un tour nous parler de ça. Sinon, là, les boys, qui dit Carreron, dit évidemment chronique de Steve. Parce que là, restez là parce qu'on va exposer un scandale aussi tout à l'heure. Puis on a le top 5 aussi des... ça prendra la tournure que ça vaudra. Top 5 moments Vince McMahon. Fait une très, très courte pause. Puis après ça, on start ça avec la chronique de Steve. Polish Power! Oh yeah! Fait que Steve, je veux vraiment pas être la pluie sur ta parade, mais moi je me suis intéressé également à la vie d'Ivan Putski, bien sûr, c'est de lui que tu vas nous parler. Le plus texan des Polonais qui a jamais existé. Mais je te cède le micro, mon cher Steve. Parle-nous de Ivan Polish Power Putski. C'est le Polish Power ou le Polish Hammer. Ça dépend l'époque qu'on fait allusion, mais oui, à ce soir, on parle de Ivan Putski. Né le 21 juin 1941 à Cracovie, en Pologne. Ivan Putski a immigré avec sa famille aux États-Unis quand il était un jeune enfant, là. Comme des nombreux athlètes du passé, Putski a joué au football avant d'entrer dans la lutte professionnelle. Puis son entrée à la lutte professionnelle est arrivée après avoir subi une blessure au genou qui a nécessité une intervention chirurgicale. S'il a été approché par le promoteur de lutte Joe Blanchard. C'est-tu dans la famille Atoli? J'ai aucune idée, oui, ça ne me surprendrait pas. Oui, c'est son père. OK. Puis pendant des années, Blanchard a essayé d'emmener Putski à la lutte. Puis il disait à Putski, il dit, tu vas gagner facilement 4 fois plus d'argent à la lutte qu'au football. Puis il faut comprendre, là, Putski possédait un physique de bodybuilder. Oh oui, écoute, je m'excuse, là, je veux pas te couper, mais tu sais, avant que, tu sais, il a commencé à 68, le seul gars côté physique pour ces années-là, le seul gars comparable, c'était Superstar Billy Graham. C'était le seul autre. Il n'y en avait pas d'autre. Puis c'est rare aujourd'hui, mais c'était encore plus rare à l'époque, là. Putski, là, c'est un gars de 5 pieds 8, hein. Mais il compensait ça par le fait qu'il faisait pratiquement 250 livres. Puis il faut pas croire que c'était un bedonnant, là. Putski, là, si vous savez pas de qui on parle, tapez ça sur Google, c'est une montagne de muscles. Ivan Putski a connu du succès dans le monde de la lutte assez phénoménal. En 73, il a remporté le championnat par équipe de la NWA du Texas avec José Lothario. Mm-hmm. Pour ceux qui connaissent pas José Lothario, là, je vais simplement vous dire que c'est le gars qui a entraîné un certain Shawn Michaels. Voilà.
Potski était réellement en demande dans les années 70, puis c'était un régulier là, dans le territoire de Dallas. Quand il était sur une carte, là, les galas étaient à guichet fermé, puis il devait présenter les galas au Sportotarium. Ça, c'était une salle destinée uniquement à la lutte dans la zone industrielle à Dallas, puis la capacité de la foule était 4500 personnes. Potski, lui, sa gimmick à cette époque-là, là, c'était assez particulier. C'était une gimmick d'un gars insouciant qui gagnait par chance, puis il se faisait présenter comme quoi qui était un survivant des camps de concentration. Ouais, puis moi, j'ai des images dans ma tête aussi d'Ivan Potski qui était en salopette, là, tu sais, qui avait l'air d'un espèce de Roger Bontemps, tu sais, je m'en rappelle de ça. Là. Je rappelle des photos. Au milieu des années 74, il partage deux passions, soit la lutte puis le culturisme. Puis à la fin d'être au sommet de son art, là, il perd beaucoup de poids. Il atteint finalement 220 livres à 5 pieds 8, pas de gras. Ça vous donne une idée à quel point il devait être impressionnant, là. Toujours en 74, Ivan Potski débute à la World Wild Wrestling Federation pour Vince McMahon père. Il feud avec des gars comme Bruiser Brody, Stan Hansen, Ivan Koloff. La foule ne demande qu'une chose, c'est de voir Potski. En parallèle à sa carrière de lutteur puis de sa passion pour le culturisme, ça, j'ai découvert ça hier, les boys, en fouillant la vie d'Ivan Potski. Il a également participé à la compétition World Strongest Man en 1978. Il a terminé 8e sur 10, mais les boys, on parle des 10 hommes les plus forts au monde. Absolument, absolument. C'est un legit homme fort, là. Il n'y a pas de doute là-dessus, là. Oui, et puis lui, vous pouvez regarder des photos d'Ivan Potski, là, ses jambes. Ce gars-là, il y en a qui disaient à l'époque que c'était le gars avec les jambes les plus fortes au monde. Puis dans une entrevue que j'écoutais hier, il expliquait, lui, jeune, ce qu'il faisait pour s'entraîner les jambes. Il allait au stade de football à Austin, il courait dans toutes les marches jusqu'à temps qu'il ait fait 5 fois le tour du stade. Ah ouais, c'est une bête, là. Tu sais, d'ailleurs, même, il y a déjà une feud avec Superstar aussi, là. Ça devait être weird à regarder, là, parce que, tu sais, il devait travailler le même style, là. Ben, je sais, en tout cas, qu'en fouillant dans différents sites pour préparer la chronique, j'ai tombé sur une entrevue de Jesse Ventura. Puis, il compte qu'un soir, il est dans un bar avec Potski puis André. Puis, on commençait à parier avec des gars. Ils pariaient des tournées sur des tours de force. Puis Ivan Potski a fait 10 squats avec André sur ses épaules. Hey, tu sais, André, ils ont boosté beaucoup sa grandeur, là, mais côté poids, là, j'ai pas de doute à penser que c'était 500. Là. J'ai aucun problème avec ça. T'as peut-être pas 7 pieds 5. Là. Tout le monde dit que c'est pas vrai, puis j'ai des raisons de le croire. Là. J'ai du monde de ma famille qui l'ont vu en personne, là. Mais regarde, 500 livres, ça, je le crois. Puis c'est pas juste ça, là. C'est que c'est pas un poids balancé, c'est un être humain, là. C'est bien plus pesant. C'est un être humain. Effectivement. Mets-toi une barre, là, sur ses épaules, puis squat, là. C'est pas comme avoir André, là, puis toi, tu mesures 5 et 8, là. Puis Martin, imagine, là, même, là, si c'est un poids balancé ou whatever, là, t'es chaud, là, parce que t'es en train de parier des tournées. Puis tu te mets André ses épaules, puis tu fais 10 squats. Faut que tu sois fort. André qui lui devait pas être tu sais c'est le plus grand buveur probablement de l'histoire de l'humanité, André, mais ça pourrait être un autre sujet là, à un moment donné. Si vous n'avez pas eu la chance, je veux pas passer du coq à l'âne là, mais c'est un peu ça qu'on fait dans le Coréron, mais Sports Illustrated avait mandaté un journaliste sportif de le suivre pendant une semaine ou deux, je me souviens plus combien de temps. Moi j'ai lu ça, je sais plus combien de fois, et en fait le type en question, c'est le gars qui entraîne Mark Henry, en fait. C'était un adepte de force, là, un genre de Paul Hall de Sports Illustrated. Là. Puis il raconte beaucoup des exploits de consommation d'alcool d'André là-dedans. Puis c'est à se garrocher ses murs. Là. C'est complètement... C'est démesuré. Là. C'est inhumain. Là, mais bon. Mais il s'est fait squatter 10 fois par Ivan Potski. Ivan Potski. Voilà. Pour revenir à Potski, le 22 octobre 79, il fait équipe avec un certain Tito Santana, puis ils battent Johnny puis Jerry Valiant pour remporter le championnat par équipe de la WWE. Ils ont été champions 6 mois avant de perdre face aux Wild Samoans.
Potski a travaillé à la WWF pendant les années 80, puis ses principales feuds ont été avec Roddy Piper, Surgeon Slaughter. Il a pris une pause en 86 pour partir en tournée sur le circuit indépendant, puis c'est là qu'il y a eu des passages à Montréal pour lutte internationale. Puis c'est là, moi, à l'époque, je me rappelle de la première fois que j'ai vu Ivan Potski. À l'occasion, il retournait à WWF, mais c'était pour aller perdre là, face aux têtes d'affiche. Puis c'est malheureusement ce passage-là en 86 que moi je me rappelle d'Ivan Potski, du gars qui arrive, qui est gros, mais qui malheureusement tous ses combats il est perd. Là. Peu de gens se souviennent qu'à la WWF en 84 justement, Ivan Potski puis Jesse The Body Ventura ont eu toute une rivalité, puis ça a amené à des concours de pose plastique, à des concours de bras de fer, à des matchs entre les deux, ça finissait plus. Dans les choses que j'ai trouvées sur Ivan Potski puis qui m'ont allumé, au début des années 80, il a gagné son dernier championnat sur le circuit indépendant par équipe. Son partenaire, Martin, c'était Wahoo McDaniel. McDaniel, c'est ça. Ouais, Wahoo McDaniels. Ouais, le gars. D'ailleurs, à qui on doit en fait le départ de Ric Flair de la AWA pour la Caroline, en fait. C'est à lui qu'on doit ça, justement. Si ça n'avait pas été de ça, il y a bien des affaires qui auraient changé. En 95, Ivan Potski a été intronisé au temple de la renommée de la WWE par son fils Scott. L'année suivante, il s'est joint à la International Championship Wrestling comme face. Il y a eu un personnage qui collait tout de même assez bien à la peau, là. C'est un gars qui avait pas peur de personne puis qui allait là pour péter des gueules. J'ignore un peu pourquoi, mais c'est souvent de même dans le cas de Vince McMahon. Il aime ça jouer avec les émotions des spectateurs puis dans la nostalgie. Ivan Potski a fait un dernier match à la WWE. Puis moi, je le croyais pas quand je l'ai lu. J'étais allé voir le Raw de cet épisode-là. Donc, en juillet 97, Ivan Potski puis son fils Scott ont battu Jerry Lawler puis Brian Christopher à Raw is War. Ah ouais. Ouais. Ça me rappelle de quoi? Ça me rappelle aussi. De Scott Potski. Ouais, ben c'est ça. Ça me rappelle aussi qu'on pourrait probablement faire une gamique de marde avec son fils, malheureusement. Ouais, malheureusement. Entre l'année 2000 puis 2007, Ivan Potski n'était plus lutteur. Il a travaillé en tant que chef des gardiens de sécurité à la Jackson High School à Buda, au Texas. Ivan Potski est rendu à 81 ans. Il habite encore le Texas. Je t'ai fait parvenir une photo d'ailleurs. Il a l'air encore en pleine forme. Il a de l'air en pleine forme. J'ai vu ça. J'ai fait comme, écoute, à 81 ans, d'après moi, il est encore capable de faire des pretzels avec moi. C'était Ivan Potski. Je te confirme que oui, pas fort probablement. Parce que même, moi aussi, là, je suis allé voir une couple d'affaires après que tu m'as dit que c'était ça. Puis j'ai vu des photos quand même relativement récentes. Tu le vois flexer, puis il est plus en shape que moi, en tout cas. Ça, c'est sûr. Là. Je ferai pas de comparatif à soir, puis flexer devant vous autres. Hey, là, les amis, ben merci, Steve. Toujours très, très intéressant. Excellente chronique. Absolument, toujours très intéressant. Et là, ben écoutez, préparez-vous. D'ailleurs, je viens de mettre dans le chat de Twitch aussi le fameux article de Sports Illustrated. Je cherchais son nom. C'est Terry Todd, en fait, qui est le gars qui a entraîné. C'est un docteur en... Je me souviens plus quoi, là, a trait à la forme physique. Il a été journaliste, pigiste pour Sports Illustrated. Puis c'est celui qui entraînait Mark Henry, parce que je pense qu'ils viennent de la même ville au Texas. Et si vous avez la chance, le lien, il mesure 1,5 mille de long. Mais si vous avez la chance, allez lire, si vous comprenez bien un peu l'anglais, allez lire cet article-là. C'est absolument fascinant et difficile à lâcher. Puis une autre affaire qui est difficile à lâcher, les boys, parce que là attelez-vous, là, parce que là, on va parler d'un gigantesque scandale dans le monde de la lutte qui nous est présenté par qui d'autre que notre cher Domcy et pour une fois notre cher GC. Ça rime. C'est pas le même show. Ça rime, c'est pas grave. Ouais, t'as raison. Et écoute, pour la première fois, vraiment au sens littéral, on va pouvoir parler de Scrapamania.
JC, on ne te connaît pas nécessairement comme un journaliste d'enquête, mais là, t'as mis la main sur quelque chose qu'il faut absolument qu'on rende public. Tout à fait, Martin. Explique-nous ça. Avant d'aller là, je veux juste dire que Scrap-A-Mania, c'est pas juste des bebelles, des tunes, ça peut être n'importe quoi. Ben non. Puis c'est là qu'on s'en va aussi, parce que là, dans n'importe quoi, je suis tombé là-dessus. J'ai été mis il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça sur Facebook, puis ben voyons donc. Tu sais, quand on parle de Dino Bravo, ici au Québec, là, Dino Bravo, c'est un monstre de la lutte. Ah ben écoute, c'est un gars qui a rempli le Forum de Montréal. C'est quelqu'un qui est adulé et quand tu penses à lui, tu penses à lui. Tu penses à ces soirées-là, au Centre Paul Sauveur, à ses combats contre Abdullah des Butcher, à tout ce qu'il a pu faire. Hey, ça fio avec Ricky Martin. Mais attends, JC, attends un petit peu. Faut préciser quelque chose, par exemple. Là. Il y a déjà eu un lutteur avant notre Dino Bravo qui s'appelait Dino Bravo. OK, ouais. Je ne sais pas si tu le savais, mais oui, il y en a. Ça, je ne le savais pas. OK. Il y a déjà eu un lutteur avant Dino Bravo qui s'appelait Dino Bravo. On parle là, bien avant, là, j'ai dans la tête les années 50-ish, là. OK, NWA, là, machin. Puis il me semble qu'il a déjà été champion de quelque chose ou par équipe, là. Mais c'est pas notre Dino, là. C'est un autre Dino. Mais là, t'as découvert par l'entremise d'un contact qui me dit hey, il y a un scandale. Écoute, quand on pense à Dino Bravo, on pense pas à de la pornographie. Non. Non. Moi, il y a un Américain qui est âgé de 52 ans maintenant, qui est né en 69, qui a fait des films porno sous le nom de Dino Bravo. Je suis totalement scandalisé. Tu sais, c'est pas... Moi, je me suis renseigné sur le gars, ça se rapproche de son vrai nom, quand même. Puis j'ai cru comprendre, parce que j'ai trouvé son compte Twitter qui est plus utilisé depuis plusieurs années, par exemple, qui était un fan de Dino Bravo. Bon, au moins, il y a ça. Il y a au moins ça. Fait que, tu sais, Scrap-A-Mania, ça sera pas grand-chose cette semaine, puis, tu sais, il faut pas envoyer de haine je te demande bien pardon. Il n'y a pas d'histoire de Scrap-A-Mania, ça sera pas grand-chose cette semaine. Tu as découvert un scandale! Tout à fait. Mais ceci dit, Martin, tu sais, on va pas envoyer de la haine à ce gars-là. On va pas faire ça, on va pas... j'ai modifié de tes expressions, Martin, si tu veux bien, puis on va garder ça entre les 4 poteaux du ring. Ah, j'aime ça. Entre les turnbuckles? Ouais, on va garder ça entre les turnbuckles. Et là, je vais vous montrer de quoi il a l'air, ce gars-là, à cette heure. Je vais essayer d'entrer en contact avec lui. J'aimerais ça qu'il vienne nous jaser. Ah ouais, hein? Ouais, j'aimerais ça avoir ce gars-là dans le corps et rond qui vienne nous jaser. Parce que si ce gars-là, c'est un fan de Dino Bravo, ben je veux qu'il vienne nous en parler. Bon, fait que là, on résume. Toi, tu reçois un message sur Messenger de quelqu'un qui a découvert quelqu'un qui fait des films pour adultes. C'est tout le temps un ennemi, ça, hein, dans ce temps-là. C'est ça. Ouais, ben ça aurait pu être moi, mais... Je demande pour quelqu'un. Ouais, c'est ça. Non, ça aurait pu être moi, là, mais non, c'est pas moi. Fait que là, toi, il y a quelqu'un qui t'envoie un message sur Messenger qui te dit « Hey, JC, tu sais pas quoi, il y a un worker... » Il y a un worker. Oui, c'est un worker, lui, avec. C'est un worker à sa façon. Il y a quelqu'un qui a œuvré dans l'industrie des films pour adultes qui utilisait le nom Dino Bravo. Et là, j'imagine que toi, t'étais outré, là. Ben oui, je l'ai pas cru. OK. Je croyais pas ça. Fait que là, il m'a envoyé un lien. Ouais. Là, j'ai regardé ça. Je fais des recherches un peu sur Google. Je sais pas s'il en fait encore. Quand je te dis son compte Twitter, semble ne pas avoir servi depuis 2016. OK. Fait que... Mais c'est ça, c'est une personne. Même si on voulait y envoyer du hate, là, ça va être difficile. Ça risquerait d'être difficile. Puis on n'encourage pas le hate. Non, mais non, du tout, là. Moi, écoute, de toute façon, là, regarde, c'est drôle, hein, parce que c'est un peu d'actualité, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait un montage, j'en parlerai pas, allez sur Ménage du Dimanche, je voulais le voir. Puis, tu sais, justement, tu sais, c'est facile de... Ce serait facile de tomber là-dedans. Sauf que, regarde, là, si ce gars-là, il a des médias sociaux, tu sais, moi, je vois pas ces médias sociaux du monde avec qui je suis pas d'accord. Sauf que, par contre, si on pouvait, effectivement, si tu es en contact avec lui puis qu'il voudrait nous faire part de sa version des choses ou, tu sais, whatever. Ou comment, tu sais, ça y est venu à l'idée de prendre ce nom-là. Puis, tu sais, si t'es un vrai fan de Dino Bravo qui nous parle de ses expériences de lutte,
Ouais. En tout cas, on verra. Écoute, bien weird, c'est ça. cringe, toute cette histoire-là. C'est très cringe. Moi, il me semble de faire la Parce que fiche de ça. Je Cette ne sais semaine. pas comment traiter ça. Je sais pas comment traiter ça parce que c'est de la porn. Ben oui, mais là, écoute, on mettra pas d'extrait quand même, JC, calme-toi. Non, là. exactement, c'est ça. On mettra pas Calme-toi, d'extrait. là, mais tu sais, moi, je vais te dire personnellement, OK, là, je vais mettre mon chapeau de producteur, là. Tu sais, moi, moi, te le dire, JC, ça me tente pas plus que ça d'y faire tant de pub que ça. Tu sais, honnêtement, là, OK. ça- Ah, ben, il en fera pas plus que ça. Fait que, mais, tu sais, écoute, si t'as déjà entrepris des démarches, ben, voyons. J'ai rien d'entrepris. Ah, OK. Comme je te dis, ce que j'ai trouvé, ça marche plus depuis 2016. Bon, fait que... Mais j'aurais quand même aimé ça savoir. Peut-être que je vais y écrire puis que Bon, je ben ferai ça, un compte rendu. Parfait. Ça, je serais down avec ça, mais... Mais Il y a de là bien à l'avoir d'autres en mondes, exposure, ouais, je ouais. comprends ça Ouais. que ça serait plutôt touché. je vais dire à mais j'aimerais ça avoir sa version des faits. m'en parler à Carl, puis je vais dire, regarde, Carl, on avait soit un acteur porno qui s'appelle Dino Bravo ou toi. Fait qu'on a choisi de te parler à toi, Carl. Tu vois, j'aimerais mieux dire ça que de lui dire, ah, ça pourra pas être cette semaine parce qu'on soit un gars qui fait de la porn qui s'appelle Dino Bravo. Tu sais, tu comprends? Ouais. Mais Puis, JC, t'es un fin limier, mon cher JC. C'est important, ça, ces segments-là. Il faut qu'on en parle de ces affaires-là. Écoute, il faut pas Martin, diviser. si tu me permets, la semaine... Ouais, non, il faut surtout pas diviser. C'est important, ça. Mais la semaine prochaine, Scrapamania va revenir sur son format habituel. Mais ça fait 6 mois passés que le jeu WWE 2K22 est sorti. OK, moi, quand t'as dit son format habituel, j'espérais que tu parles pas de porn, là. Non, et puis c'est ça. Toutes les DLC sont sortis. Ok. Toutes les mises à jour du jeu ont été faites. Puis la semaine prochaine, je fais le bulletin de tout ça. Bon, ben parfait. Fait que la semaine On va avoir prochaine... des images, Parfait. puis vous allez voir que tout est dans le détail. OK, hein, ben moi, écoute, j'adore ça quand tu fais des critiques de gaming pis tout ça, fait que ça va être super intéressant. Soyez là, tout le monde, et d'ici... Oui, vas-y, Steve. Moi, JC, là, pour les questions que tu veux aller poser à ton Dino, là, moi, je veux savoir, là, il aime-tu plus lutter en solo, en équipe? Qu'est-ce qu'il pense des Rumble? Ta gueule. OK, moi, j'arrête ça tout de suite parce que, évidemment, on a un top ça 5. va dérailler. Ouais, ça va mal finir, cette histoire-là. Et voilà. Évidemment que on on a un top 5 qui s'en vient sur les moments les plus importants, appelez ça comme vous voulez, qui concerne bien sûr le Genetic Jackhammer qui est Vince McMahon. Mais on a 2 tunes, bien sûr, comme toujours. Et là, ben, je suis un peu tanné qu'on se fasse striker quand on veut vous mettre les tunes dans le show en vidéo tout ça. Fait que je suis allé avec Zombie 13 pour la version, bien sûr, de No Chance in Hell. Quoi d'autre? Hein? La tune avec la démarche de Vince McMahon et tout ça. C'est gravé de façon indélébile dans nos mémoires de d'Attitude Era, c'est sûr et certain. Probablement l'époque de lutte la plus importante que nous autres, on a vécu, les boys, même si on n'est pas nécessairement du même âge en tant que tel. On ouvre avec ça. Et ensuite, un de mes événements de lutte préférés à la télévision de la vie, ce sont les 37e Slammy Awards annuels qui, en fait, étaient les fucking premiers. Avec, bien sûr, le fameux food fight de Jim Duggan et Harley Race avec Bobby Heenan en termes de fond. Avec, moi, je vais me souvenir de ça toute ma vie. Jim Duggan qui swing un ton énorme qui s'en sert comme arme contre Harley Race. Écoute, c'est une des affaires... Littéralement comme dans Astérix. Oui, exactement. La chèvre qui passe backstage. Écoute, c'est une des... On a fait un watch-along d'ailleurs, pour ceux qui sont patrons. On en avait fait un watch-along à l'époque avec Toto. Et c'est toujours disponible, bien sûr, sur Patreon. Rire de même, moi, j'adore ça. Et tu sais, c'était tellement pompeux. Et tu sais, tellement oversold, là, tu sais, overproduit, là, tu sais, ils ont essayé vraiment de faire les Oscars avec Macho Man qui porte un saut tellement serré qu'on voit sa religion avec un nœud papier. En tout cas, c'est c'est totalement
débonnaire, irréel, surréaliste. Fait que au 37e annual, 37th Annual Slammy Awards, bien évidemment que Vince se sentait le besoin de faire la démonstration de sa virilité, de ses aptitudes de danseur, du fait que c'était un entertainer tellement versatile avec son suit, avec la petite veste puis la chemise en pointe qui finit au bout de ses épaules. Et évidemment, ça avait donné lieu à un numéro encore plus ridicule d'espèce de musical slash, en tout cas, big band. Et je parle bien sûr de Stand Back avec Hulk Hogan qui fake de jouer de la bass ou de la guitare, je m'en rappelle pas. C'était absolument. Et puis je pense que pas mal tout le monde faisait semblant de jouer un instrument. Là. Il y avait des dudes au brass et tout ça. C'était complètement ridicule. J'ai dû faire quelques altérations sonores, c'est-à-dire que faire un petit peu de c'est quoi le mot que je cherche, de restauration sonore, parce que la captation que j'avais, ça venait de la TV, fait qu'on entendait sciller beaucoup. C'est pas la top qualité, mais je pense que ça fait un job en masse. Fait que dans les 2 tunes cette semaine, on commence ça avec No Chance in Hell, la version de Zombie 13. Et d'ailleurs, allez voir leur chaîne YouTube. Ils ont plein de covers. C'est vraiment cool ce qu'ils font. Et ça va être suivi, bien sûr, de Callback qui avait été présenté dans le cadre des 37e Slammy. Stand Back, excusez, Callback, c'est une autre histoire avec Sylvain. Et voilà, comme vous pouvez voir, ça me hante. Fait que ça va être Stand Back avec Vince McMahon et, écoute, probablement toutes les filles des Ice Follies ou whatever. Fait que on écoute ça, puis on vous revient tout de suite après dans cette édition du Carré-Rond. Vince McMahon performing, and I believe this is good advice for all of you here and at home, to put your fingers up your ears and stand back. Vince McMahon.
it should be. I got some positive advice. I finally had to say, stand back, stand back. They never understood the kind of man I am. I do my own thinking, got a lot of big plans. Stand back, stand back. All of you who wanna bring me down, I have you stand in my way. I promise you will lose. Stand back, stand back. I never will be just an ordinary guy. I always push harder, reaching for the sky. Stand back, that's a fact. I'm a man running wild, headed for the top. Never slowing down, and I'm never gonna stop. On the way, you're gonna see a lot of men drop. Baby, watch them drop. Baby, baby. Baby, watch them drop. Baby, baby, headed for the top. Stand back, stand back. Alors bonjour, ici Hubert Reeves, grand amateur de l'espace et de 70% sur les ondes de radio H2O et de l'univers. And what you gonna do when Hulkamania run wild on you? De retour, chers amis, et Steve, tu peux pas lever ton doigt avant le retour. Fait que faut que tu me laisses dire bonjour quelqu'un, quelque chose là. Mais nous sommes arrivés, bien sûr, à ce top 5 Vince, et je te cède la parole, mon cher Steve. Qu'est-ce que tu voulais, de quoi voulais-tu nous informer? Ça vient de sortir sur Twitter. Seth Rollins va tweeter comme quoi qu'il s'excusait auprès des gens qui avaient acheté un billet pour SummerSlam et qui espéraient de le voir en action. Il marque, je vais vous le traduire vite fait, j'ai fait tout ce que j'ai pu au cours des 6 derniers mois pour gagner ma place dans cette émission, patati patata. Triple H qui répond, je t'attends. Et Dave Meltzer qui vient de confirmer que la blessure de Riddle est en mode storyline, qui est pas blessé du tout. C'est qu'ils ont décidé de faire ce combat-là pour le show de Cardiff. OK. Fait que Night at the Castle, ou je sais pas trop. Ouais, mais le tweet de Seth Rollins, là, je n'ai parlé tantôt, ça fait quand même quelques heures de ça. Là. Oui, Triple H vient de ouais, c'est ça. Là, bon, fait que... Mais tu sais, encore là, moi je trouve ça poche, c'est un peu de la fausse représentation. C'est sa carte, là, je comprends, c'est écrit Card Subject to Change, là, mais garde, c'est pas... De toute façon, regarde, ça a encore le temps de changer, c'est ça qui est le prix. Ah ben oui. Mais on vous rappelle... Oui, ouais, vas-y, excuse. Puis si c'est le temps de changer, j'ai envie de spéculer, c'est le temps de nous ramener un Bray Wyatt. Ah, moi, j'ai lâché prise là-dessus.
Ah, écoute, si Bray aurait eu à revenir, ça serait déjà. Ouais, moi aussi, je pense ça. La seule affaire, la seule chose qui a changé dans l'équation, c'est que Vince n'est plus là. C'est tout. Mais, tu sais, je pense que pour le shock value que ça aurait eu, de le ramener à toutes les fois que la rumeur est sortie, moi aussi, je suis un peu d'accord avec JC. Je pense que ça aurait été fait. Mais bon, regarde, il y a une affaire qui est sûre, en tout cas, dans le monde de la lutte, never say never, là, c'est vraiment le cas de le dire, là. Écoute, ils ont même donné un combat à Goldberg après qu'il se soit auto-commotionné. Fait que, regarde, tout se peut, c'est clair. Mais ce qui est sûr, par exemple, c'est que là, on tombe dans le top 5. Messieurs, est-ce que vos top 5 sont prêts? Oui. Parfait. On va commencer ça avec GC. Fait que GC, voici. Ça, on en a parlé hors micro. C'est plus le fun quand tu fais tous tes top 5 qu'on fait, tu sais, au lieu que tout le monde fasse son numéro 5. Puis moi, ça va me mélanger moins. Peut-être. Peut-être que je vais moins me fourrer dans mes numbers. Alors, on passe ça, mon cher JC. Number 5. Ben, au numéro 5, écoute, ça se passe précisément le 24 février 98. OK? C'est dans la foulée du Montreal Screwjob. Vince McMahon débarque à Off the Record avec Michael Landsberg. Puis c'est là qu'il lance Bret Screwed Bret sur TSN, qui est le réseau national de sport pan-canadien. Moi, j'ai trouvé que ce move-là était effronté à l'époque, mais aujourd'hui, là, pour venir mettre de la heat au Canada, je trouve que c'était un nasty wise move. Ben, tu vois, moi, là, avec la perspective de l'époque, c'est-à-dire avec la perspective d'aujourd'hui, puis le recul face à cette époque-là, tu sais, la personne que je trouve qui a mal géré l'après, pas le pendant, puis pas le avant, mais le après, c'est Bret. C'est Bret qui a mal géré ça. T'es pas champion. C'est un scénario. C'est comme si Darth Vader allait se plaindre qu'il est mort à la TV. Ça veut dire, c'est un film, bro. Arrête, là. Fait que ça là-dessus. Qui a dit que ça avait scrappé son personnage, OK, c'est une affaire. Mais arrête de dire que t'étais champion. Il n'y en a pas de champion. Non, c'est ça. Puis à ce moment-là, ben c'est ça. Vince venait aussi affirmer son autorité en tant que patron. Ah ouais. Et puis tout ça. Mais c'était un move assez effronté de venir au Canada pour faire ça et donner une de ses trop rares entrevues. Oui, quand même. Puis écoute, ça avait été, quand je me rappelle, là, ça avait été relativement viril. Si vous avez jamais vu ça aussi, là, trouvez ça. C'était sur NBC, il me semble, à l'époque. Trouvez l'entrevue de Vince McMahon avec Bob Costas. Je me souviens plus si c'était NBC ou CBS, mais je pense que c'était NBC. Et Bob Costas lui pose des questions vraiment difficiles. Puis à un moment donné, Vince, il tombe en mode « je me sors le chest », là, littéralement. Là. Fait que, OK, c'était ton number 5. Maintenant, on passe à number 4. L'achat de la WCW. Il n'y a pas de doute là. Tu parles-tu de l'achat de la WCW ou du scrappage de l'Invasion? Non, je parle de l'achat des droits. OK. De la transaction en tant que telle. Et pas ce qu'il en a fait. De l'achat. Ben non. Puis ça fait plusieurs fois aussi. Pour ceux qui se poseraient la question, là, je dis pas que c'est la science infuse, je dis pas que c'est la vérité absolue, mais ça fait vraiment beaucoup de fois que j'entends le chiffre 4.5. J'ai entendu le chiffre 4.5 très souvent. 4.5 millions. Écoute, c'est ce que ça c'est pas beaucoup d'argent, là. Ben non, lui, c'était des peanuts. C'est le change dans la console de son char. On continue ça, mon JC. Number 3. Au numéro 3, la vidéo qu'il a faite pour faire la promotion qui laissait tomber le kayfabe, le début de l'Attitude Era. Ouais. 15 décembre 97. Un gros move qui a changé le monde de la lutte à jamais. Absolument. Il n'y a aucun doute là-dessus. On continue ça, mon G-Central. Number 2. Le WWE Network. Ah ouais, c'est vraiment... Parce que c'est là que le fan de lutte, peu importe ta génération, tu pouvais trouver tout ce que tu voulais. Non, c'est sûr. Puis faut rappeler quelque chose, par exemple. Faut dire de quoi de super important. Tu sais, parce que, j'utilise souvent cette expression-là, pitcher des nouilles sur le mur puis voir qu'est-ce qui colle. Dans le cas du WWE Network, la différence, c'est que ça a été une des premières chaînes web. On appelle la terminologie, c'est over the top.
OK? OTT, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux regarder le même contenu sur tout dispositif. Tu n'es pas obligé d'appeler ton câbleau distributeur pour dire « Hey, donne-moi la chaîne de... » Tu comprends? C'est une connexion Internet et tout ça. Puis, ce que beaucoup de gens oublient, je veux pas dire qu'ils le savent pas, mais il y en a beaucoup qui ont oublié qu'il y avait eu WWE 24/7 avant. Tu sais, c'était pas sa première incursion à Vince. Ça faisait longtemps qu'il voulait faire ce qu'il a fait avec le network. Combien de temps? Puis ça, c'est une des affaires qui définit le plus Vince McMahon, à part la XFL. La XFL, il a chié dans le BQ 2 fois avec ça, là. Mais, la deuxième fois, la pandémie, il a rentré dedans. C'est quoi le résultat, JC? Ça a fait faillite. Bon. Fait que, tu sais, dans 25 ans, là, ils vont dire qu'il a essayé 2 fois. T'sais, ils diront, bon, ouais, mais là, tu sais, fait mais mon point, c'est pas ça. Mon point, c'est pas ça. C'est que pendant que Vince essayait de faire ça, parce que, tu sais, là, quand WWE 24/7, c'était juste câblé, tu sais, c'était juste avec ta TV puis toute la kit. Combien de fois il s'est fait dire ça marchera pas ta cossin, c'est tout croche, tout le kit. Rappelez-vous d'un début du WWE Network, même quand il y avait des meetings des investisseurs, ils se faisaient toujours cuisiner sur le network parce que ça levait pas aussi vite qu'ils voulaient, il y avait des enjeux techniques, il y avait pas beaucoup de contenu, tout le kit. Puis regardez aujourd'hui, là. Je ne sais même plus c'est quoi le décompte du nombre d'abonnés, là. Mais tu sais, c'est des millions de personnes qui envoient 12$ par mois, là. Des millions. Oui, mais ça a changé la game parce que grâce à ça, tu n'es plus obligé de payer le pay-per-view. Mais non, voilà, ça a beaucoup changé. C'était ça le meilleur deal là-dedans. Oui, ça a même été une storyline pendant combien de temps? $9.99? $9.99. Oui, c'est ça, c'est du grand vide, ça. OK, mon JC, on continue ça parce que là, on arrive à Number 1. Number 1, ce qui est, selon moi, un des plus gros business moves de Vince McMahon, puis ça s'est passé dans le ring, ça a été le premier stunner. Ouais, non, c'est sûr que c'était... Le début de cette storyline-là a eu un impact sur sa business très important. Ben, moi, je pense que ça, c'est la date que ça s'est passé, mais c'était déjà en travail, ça faisait quelques mois, là. C'était déjà... je veux pas t'obstiner sur ton top 5, c'est ton top 5, mais, tu sais, la vraie affaire qui a amené là, c'est Survivor Series, là. C'est ce qu'il a fait avec ça. Tu sais, le personnage du méchant Mr. McMahon, le boss de la compagnie, c'était la première fois qu'il sortait de son C'est ce qu'il a sorti de sa table de commentateur. Voilà. Fait que ce sont tous d'excellentes suggestions. Pas de suggestions, mais ce sont tous d'excellents points pour le top 5. Est-ce que, je ne sais pas si tu veux en avoir, mais on va te revenir parce qu'il va y avoir des honorable mentions tantôt. Je vais y aller, on va laisser notre cher Steve closer ça. Moi, je vais y aller avec mon numéro, on fera pas number 5 15 fois. Là. Mon numéro 5, moi, c'est assurément l'achat de la WWE ou de Capital Wrestling, parce que c'est encore ça la nomenclature légale de la compagnie, pour passer ça à Titan Sports. Rappelez-vous notre jeunesse, Titan Sports Entertainment Company, machin. Ça s'est passé ça en 1982. Il a acheté la compagnie de son père, sauf que c'est un deal que tu peux pas dire non. Parce que le deal qu'il avait fait, c'est qu'il devait faire 4 versements de 250 000 $. Il a payé ça 1 million, Vince, à l'époque. La clause était la suivante, c'est qu'il pouvait prendre l'argent pour payer la compagnie à même les recettes de celle-ci. OK? Fait que tu peux pas perdre là. Assure-toi de faire 250 000 de profit par trimestre, donne-le à ton père d'un an, compagnie est tatouée. Mais s'il en manquait un, il perdait tout. Puis son père la reprenait. C'était ça le deal. À cette époque-là, il y avait des actionnaires. Il y avait Gorilla Monsoon, il y avait Arnold Skaaland, il y avait... écoute, il restait encore du monde qui avait des intérêts, là, de l'actionnariat, mais principalement, c'est de son père qui a acheté ça. Et c'est en 1982 que ça s'est passé. La date exacte est dure à trouver. Je ne l'ai pas trouvée. Et... c'est là qu'il a commencé à prendre le contrôle créatif aussi, puis la suite, on la connaît évidemment, Rock and Wrestling, la connexion avec MTV, le premier Mania en 85 et ainsi de suite. C'est évidemment, tu sais, vous allez dire, wow, là, Mark, ton top 5, ça part facile. Oui, mais Chris, il a toujours bien fallu qu'il l'achète. Et à cette époque-là, Vince travaillait avec son père, mais il était promoteur dans des petites villes de marde, de Cape Cod, tu sais, des affaires de même au Massachusetts, entre autres, là, puis ainsi de suite. Fait que c'est là que tout ça a commencé. Mon numéro 4, et ça, il y a moins de gens qui sont au courant de ça, c'est le 9 février 1989.
Oui, on a parlé du 15 décembre 97. On veut pas insulter votre intelligence. Puis, tu sais, il a un peu sacré le kayfabe aux poubelles. Mais il l'avait fait avant ça. Puis ça, il n'y a pas bien du monde qui en parle. C'est le 9 février 1989 que Vince McMahon s'est présenté devant la commission athlétique. Il a fallu qu'il y ait un vote sénatorial là-dessus. Pour, c'était-tu sénatorial ou gouverneur? Je me souviens plus là, si c'était dans l'État de New York. Mais il s'est présenté devant la commission athlétique pour leur dire, écoutez bien, là, c'est fake. On n'a plus besoin d'être soumis aux mêmes règles que la commission athlétique pour les sports de combat parce que c'est scénarisé, c'est scripté. Il n'est plus question que j'aie besoin de payer des redevances à la commission puis des docteurs autour du ring puis des refs puis des affaires comme ça. C'est en 1989, ça, le 9 février plus précisément. Et le vote avait été unanime à part une personne qui avait voté contre. Puis là, ça a donné un envol à Vince aussi parce que ça y revenait beaucoup moins cher de tenir un événement. C'était la seule raison pour laquelle il a demandé à faire ça, parce qu'il n'y avait pas d'autre raison de le faire. Ça a été plus rentable pour lui que de faire continuer le kayfabe. Fait que ça, c'est super important. 9 février 89. Numéro 3, ben, c'est évidemment le 15 décembre 1997, ce qu'on attribue comme étant le début de l'Attitude Era. Vince, il est devant une clôture Frost et il fait une promo de quelques minutes dans laquelle il dit qu'il est un peu... Il veut pas insulter l'intelligence des fans en prétendant qu'il y a des bons gars puis des mauvais gars puis ainsi de suite. Puis là, ben, la ligne devient un petit peu plus grisâtre. Rappelez-vous des spots publicitaires aussi qu'il y avait à cette époque-là, du monde qui sacrait le camp en bas de la bâtisse, du monde qui se battait dans un bureau pendant que tu te promenais pour aller au photocopieur et tout ça. C'est là que le kayfabe c'était déjà brisé, mais c'est là que Vince a officiellement décidé que kayfabe was dead. Et à ce jour, il y en a encore qui pensent que c'était une erreur, mais vas-tu t'ostiner qu'un gars qui a une entreprise qui a payé 1 million en 82 puis qui a une capitalisation boursière actuellement de 5 milliards? Je pense pas. C'est un move d'affaires, puis c'est bon. 1987. Je recule, je voulais les faire en ordre chronologique, mais je me suis fourvoyé. Il y a évidemment les accusations qui ont été portées contre lui le 18 novembre 1993 par le FBI à l'effet que il faisait la promotion et le trafic ou la distribution de stéroïdes anabolisants dans la foulée, évidemment, du fait que c'était maintenant illégal, parce que fut un temps où, entre autres, dans les années 80, que ton médecin pouvait te prescrire des stéroïdes anabolisants, puis il n'y en avait pas de problème. Entre autres, dans le cas de quand tu fais de la physiothérapie pour renforcer tes muscles et ainsi de suite. Et ça, ben, ça a été vraiment majeur, parce qu'à cette époque-là, si vous vous en souvenez, c'est là que Hulk a été un petit peu tassé. Après ça, tu as eu l'air Kevin Nash, Brett et tout ça, tu sais, qui n'avaient pas l'air nécessairement des gars aussi saucés. Il l'était peut-être, là, mais toute son combat, évidemment, contre le FBI, contre le gouvernement américain, c'est pas compliqué. Tu sais, puis écoute, là, c'est une des premières, le début d'une suite de nombreux pieds de nez que Vince McMahon a fait à différentes autorités, dans le sens, moi je fais ce que je veux, puis fuck you, puis ainsi de suite. Et évidemment, il a été disculpé de toutes ces accusations-là. Mais dans la foulée de ça, t'as des Hulk Hogan, t'as des Paul Orndorff, t'as des Roddy Piper, t'as des Honky Tonk Man qui ont dû témoigner devant cette commission-là pour dire ce qui en retournait backstage, le fameux Dr. Kavorian. Puis il y avait une liste qui avait circulé. Un peu comme c'est arrivé dans les stéroïdes au baseball récemment, puis Barry Bonds, puis Eric Gagné, tout ça. Fait que ça, c'est en 1993. Et évidemment, mon 5e. Il n'y a pas vraiment d'ordre d'importance. Vous avez remarqué que j'ai rien mis de in-ring, là. L'autre, ben, c'est évidemment l'achat de la WCW le 26 mars 2001. Puis il y a un lien à faire avec tout, c'est-à-dire que c'est probablement à peu près à partir de 97 que le vent a tourné, parce qu'on se rappellera que c'est pendant 82 ou 83 semaines que Eric Bischoff et sa WCW avaient remporté la guerre des lundis soirs. Mais c'est quand l'Attitude Era est arrivée. Puis pour ceux que ça intéresserait, bien évidemment, une des raisons principales pourquoi ils ont mangé une volée tant que ça, la WCW, c'est parce qu'à un moment donné, c'était devenu un shit show, puis c'était du politicoyage tout le temps. Sauf que, par contre, ce qu'il faut, à la défense d'Eric Bischoff, ce qu'il faut dire également, c'est qu'il y a eu une transaction qui a été faite entre Turner Broadcasting
Broadcasting et AOL Time Warner, qui faisait en sorte que le contrôle créatif du produit à la télévision, Eric Bischoff l'a perdu. Donc, Vince montrait des filles en petite tenue puis des storylines à coucher dehors, puis Bischoff pouvait pas compétitionner avec ça parce que le board n'acceptait pas ça. Tout simplement. Puis dans la foulée de tout ça, dans la foulée de 97-2001, il y aurait aussi l'appel aux épargnants aussi. Là. La mise en bourse de la WWE, ça fait partie des gros moments ça, de Vince McMahon. Et c'est là qu'il a pu dire merci à tous ses collaborateurs. Parce que pensez-y, là, tout ce monde-là a eu des stock options. Là. Puis quand le stock a levé, peu importe quand, c'est peut-être récemment, c'est peut-être à l'époque, mais pour ceux qui ne connaissent pas trop le principe des options d'action, là, c'est que quand tu offres des options d'action, c'est que quand tu décides de t'en prémunir, ben, tu ne payes pas le prix qui valent au marché, tu les payes au prix qui t'ont été offertes les options. Fait que ça veut dire que tu les achètes, tu les gardes 3 mois, tu les vends plus tard, tu peux pas perdre d'argent, ou à peu près, à moins qu'il y ait un crash entre les deux, mais vous voyez le genre. Là. Fait que c'est ça que Jim Cornette a appelé le share scam ou le market scam, ben c'est ça. T'sais, Kevin Dunn a eu des options, Bruce Pritchard a eu des options, il y a un paquet de monde qui a eu des options. Puis un peu comme Al Pacino, tu sais, dans Le Parrain 3, puis que, tu sais, il s'en va donner des chèques à tout le monde avant que l'hélicoptère se mette à tirer là, dans la salle de banquet. C'est une analogie très boiteuse, mais c'est un peu ça, là. Tu sais, c'est que il a permis à ses collaborateurs ça a été sa façon de leur dire merci. Wawa Tatawa qui dit c'était légal pour les joueurs de baseball dans le temps. Oui, en 93 je parle pas, attends un petit peu JC, je parle pas de baseball là. Je parle des accusations qui avaient été portées envers Vince McMahon pour la distribution et le trafic, entre autres là, entre guillemets, de ces produits-là. Là. J'ai utilisé ça comme l'exemple de baseball, vous le savez, je suis fort sur le rigueur calice. L'exemple de baseball que j'ai donné, c'est plus récent. Là. C'est à l'époque où il y avait des noms qui étaient. Écoute, moi, quand tu parles de stéroïdes puis de baseball, j'ai juste les bras monstrueux de Sammy Sosa qui me reviennent en tête. Écoute, Sammy Sosa, José Canseco, voyons, Mark McGuire. Mark McGuire, il aurait pu être lutteur demain matin. Là. Bon, tu vois, puis le patron, t'es allé checker ça. 3,5 millions d'abonnés au WWE Network. Je me rappelle quand il y en avait 1,2, c'est presque 3 fois plus. Fait que c'était mon top 5, les amis. Et là, ben, on s'en va du côté de notre ami Steve, bien sûr, pour ton top 5, moment Vince McMahon. Ben, mon numéro 5, les boys, là, c'est d'avoir réussi à aller chercher tous les territoires en Amérique du Nord. C'est huge. C'est huge. Puis, tu sais, c'est simple. Il était prêt à tout pour toutes les avoir, puis il a réussi à tout aller chercher. Je vais me permettre très poliment une petite correction. Tu veux dire aller les acheter? Ça, c'est. Mais les acheter. Ouais. Puis la deuxième affaire, puis peut-être que tu vas être d'accord avec moi, c'est que il y a beaucoup de monde qui a reproché, parce qu'il y avait une règle non écrite au sein de la NWA qui disait tu vas pas jouer d'un plate-bande des autres promoteurs. Première affaire qui est importante de dire, c'est que quand Vince a fait ça, il était plus dans la NWA. Fait qu'il était pas régi par ses... il y avait un code d'honneur là, des vieux de la vieille puis les promoteurs old school. Ça, c'est la première affaire. Et la deuxième affaire, c'est que dans tous ceux qui est allé chercher, Don Owens, Stu Hart, Vern Gagne, name it, là, la Californie, au Texas, Amarillo, El Paso, tous les territoires qui est allé chercher, il y en a un qui s'est battu. Un. C'est Bill Watts quand il est parti de la UWF. Puis en plus, par la bande, ben, ça a été rentable pour Bill Watts parce que quand il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas compétitionner avec Vince, ben il a vendu la UWF à Jim Crockett pour, écoutez bien ça, là, c'est dans les années 80, là, 8 millions de dollars. OK? 8 millions, là, dans les années 80, c'est le double du prix que Vince a payé pour acheter à WCW. C'était-tu un bon deal qu'a fait Bill Watts? Fait que, tu sais, il a pas... il les a achetés, mais il les a battus aussi. Tu sais, Vince, il voulait compétitionner, puis ils n'ont pas voulu compétitionner avec lui. Ils ont essayé des affaires. Ils ont essayé, là, quand Vern s'est mis avec Jerry Lawler, puis avec Jim Crockett, puis ils ont fait le fameux super machin chouette, là, avec le vidéo de rap de marde.
Puis Super Clash 3, je sais pas trop, là, avec Waylon Jennings qui jouait de la musique. Ça n'a pas marché. Ils ont trop essayé de se manger entre eux autres. C'est un excellent choix. C'était un très bon pick. Mon numéro 2, les boys. Wow, t'es rendu à 4. Mon numéro 4, peu importe ce que vous allez penser de ça, moi je trouve qu'il était un asti de maillet. Le 23 mai 99, il a continué le pay-per-view à la suite du décès d'Owen Hart. C'est sûr que, écoute, il n'y a pas de bonne réponse. T'sais, moi, je pense que Owen il aurait voulu qu'il continue. Tellement que c'est un gars qui aime la business. Je sais pas. Moi, Steve Sauvé, j'ai mon opinion personnelle et t'aurais dû arrêter. C'était mon numéro 4. Les deux sont valables. Ah, ben oui. Mon opinion. Le numéro 3, c'est d'avoir été, et il va être toujours, le meilleur heel de l'histoire de la WWF. Même pas proche. C'est même pas proche. Personne ne va y toucher ever. Là. Jamais. Parce que toutes les planètes alignées, c'était à lui pour vrai, la compagnie. Oui. Tu sais, même Eric Bischoff, c'est un employé. Là. Oui. Oui, puis... Fait que, non, t'as raison. Quand tu penses que Vince McMahon est battu, tu te trompes. Mais non, puis écoute, Kevin Nash. D'ailleurs, je vous invite, si vous n'avez pas eu la chance, moi, je trippe beaucoup sur Kevin Nash. Je le trouve, il n'a pas toujours été correct. C'est un politicailleux backstage, mais c'est un gars hyper intelligent qui a des opinions sur un paquet de sujets. Un peu, je compare pas les deux, mais je l'aime comme j'aime Jim Cornette. Jim Cornette parle pas juste de lutte. Là, des fois, il parle de Trump. C'est vraiment bon. Puis tout. Puis il y a un podcast maintenant qui est produit par Sean Oliver de Kayfabe Commentaries, qui est mon gars de shoot interview préféré de tous les temps. Là. Et là, ils ont un podcast ensemble en vidéo qui coûte rien. Allez voir ça sur YouTube. C'est Click This, je pense, mais Click K-L-I-Q. Ils sont rendus à 3 épisodes. Et dans le premier épisode, tu sais, ce que vous avez vu sur les Dirt Sheets là, de Kevin Nash qui raconte les derniers moments de Scott Hall, là, c'est là-dedans, c'est de là que ça vient. Là. Moi, je l'ai entendu le compter live. Puis c'est gratuit, là. C'est pas Patreon only, puis tout le kit, là. C'est vraiment bon. Click This. J'adore Kevin Nash. Et il racontait que quand il était backstage avec Bischoff, qu'il y avait des meetings de prod, puis des affaires comme ça, tu sais, il disait... Eric Bischoff, là, il s'en est pas caché, là. C'est vrai qu'il disait, je veux faire farmer Vince, puis on va l'avoir, puis tout le kit. Tu sais, tout le monde, Scott Hall, Kevin Nash, tous les gars qui avaient passé à I, là, ils se regardaient tous en voulant dire, t'es-tu malade, toi? Ces gars, profite de la wave, là, parce que Vince, il va revenir. T'sais, never count Vince out, là. Jamais, jamais, jamais. Là. Fait que oui, c'était définitivement, Steve, que moi aussi, je suis d'accord avec toi. C'est le meilleur heel que j'ai jamais eu. No doubt. Mon numéro 2, c'est d'avoir créé ce qui est considéré par tout le monde comme la référence en matière de lutte / entertainer, là. Ouais. Puis d'être l'endroit où, peu importe ce que les gars vont dire, où tu veux aller lutter. Absolument. Puis tu sais, là, c'est tellement huge la I, là, Steve, que c'est, tu sais, aux yeux des investisseurs, aux yeux des, du monde de la finance, c'est même pas une compagnie de lutte, c'est une compagnie d'entertainment. Puis la fameuse phrase classique, Ted Turner qui appelle Vince pour lui dire « Hey, je viens de m'acheter une compagnie de lutte. » Ah, ben, dis tant mieux pour toi. Moi, c'est pas ça que je fais. Moi, je fais du sports entertainment. C'est ça. That's it. Une grande citation. Number 1. Puis mon numéro 1, les boys, j'étais sûr que vous auriez sorti ça. C'est le discours de Vince McMahon le 13 septembre 2001 à la suite des attentats terroristes du 11 septembre. Quand il est dans le ring puis qu'il call out les terroristes. Ah, mais c'est Vince McMahon. C'est du grand Vince, là, tu sais, c'est sûr. C'est Vince de patriotique, là. Ouais. C'est autre chose, là. Écoute, Vince, avec un discours de même, cette journée-là, il se fait élire président. Il n'y a pas de compagnie d'entertainment qui est allé plus souvent que la WWE faire des spectacles pour les troupes, là, que ce soit à Kandahar, que ce soit en Afghanistan, au Koweït, peu importe, à toutes les années dans le temps des fêtes, puis t'es mal vu là, dans le locker si tu dis non. Là. Vince disait toujours aux workers t'es pas requis d'être là, tu viens si tu veux venir. Puis s'il y avait un d'autre qui y allait pas, ben il se rendait compte que son booking était à chier là, en janvier. Là.
C'est sûr, c'est sûr. Vince, c'est super important pour lui, l'armée, puis le soutien aux militaires, les spectacles qu'il allait faire là-bas. Puis ça va... écoute, les premiers étaient même pas filmés. Non, c'est ça. C'était même pas à propos de ça nécessairement. Puis, tu sais, là, ils ont, à sa défense, ou en tout cas, c'est tout à son honneur aussi, il y en a qui sont filmés, mais tu sais, ça va être un petit best-of, là. Il fait pas de pay-per-view, là. Non, c'est ça. Il fait pas ça pour l'argent. Non. Non, effectivement. J'en doute. Puis il y a des gars qui s'en vont là-bas, puis ils ont été dans des terrains risqués, là. Oh oui, absolument. Ils sont allés dans des zones rouges, puis je suis plus certain, là, mais je pense que c'est toutes les pay-per-view du Big Four aussi qui sont retransmis sur toutes les bases militaires américaines. Ben, moi, les boys, là, je sais que, je ne sais pas si c'est encore de même, il y a eu une époque que quand t'avais servi justement en Afghanistan ou whatever, tu pouvais avoir des billets pour aller voir la WWE gratuitement. Ça se fait encore des billets de faveur pour les militaires, ça se fait encore. Je le crois. J'ai pas de misère à croire ça. Hey, les boys, le temps avance, puis là, ben moi, on va y aller. Honorable Mentions. JC, t'en as-tu? Moi, j'en ai 3. Je vous le dis tout de suite, là, j'en ai 3. Ben, moi, j'ai gardé mes Honorable Mentions justement pour Stock and Ring parce que ça m'a bien diverti puis ça démontre bien ce que Vince McMahon faisait. Excellent. Tantôt, j'ai parlé du premier Stunner, là, mais la bassine avec Stone Cold Steve Austin, ce segment-là, qui avait eu la création de Soko avant aussi avec Mankind quand il était dans la... Tout ce segment-là qu'il a fait, j'ai trouvé ça extraordinaire. Bon. Le Beer Bat, quand il nage dans ça, c'est débile. Ça, c'est hallucinant. C'est mon moment in-ring préféré de Vince McMahon à vie. C'est là. C'est It's Up There, moi, avec, vraiment. Écoute, puis, mon autre Honorable Mention, ben, c'est plus l'ensemble de son œuvre, parce que comme on l'a déjà dit, il n'a jamais demandé à un worker de faire quelque chose que lui ne pouvait pas faire. Tout à fait. Tout à fait. On en a parlé même... si tu sais... Sale. Excusez-moi. C'est samedi, je pense aussi qu'on en a parlé, c'est ça. Même le câble de rappel ou whatever, là, la tyrolienne de Shawn Michaels avant que Shawn la fasse le soir, il l'a fait. Là. Tu vois, il y a Al Patron qui amène un point intéressant dans le chat qui dit qu'il s'est cassé déjà. En fait, il s'était déchiré des muscles, si les je me quads, souviens bien. Les deux quads en même temps. Puis, il l'a pas vendu. Les histoires qui entourent ça sont hilarantes. Moi, j'ai entendu Edge faire un shoot interview parler de ça. C'est à pisser à terre de voir comment il est dans le ring. Là, tu le vois dans ses yeux qu'il sait pas ce qu'il va faire, mais qu'il faut qu'il continue à faire ce qu'il est en train de faire. Il vend pas. Il doesn't sell it. Là, il continue le segment, puis il regarde les gars en voulant dire « Ah, voyez, là, on continue, là, c'est pas grave. Là. Let's go. » Comme Triple H avait fait, d'ailleurs, lui, c'était juste un, mais il a fini un match, puis il a marché. Puis les docteurs disent « C'est un quad déchiré, tu peux pas marcher, tu peux pas mettre de poids. » Mais Chris Triple H l'a fait. Mais là, Triple H est un malade aussi, là. Est-ce que ça faisait le tour de tes Honorable Mentions? Bon, ben moi, regarde, je vais en mettre. OK. Je dis 3, mais dans le fond, ça va être 4, mais les 3 premières sont comme ensemble. 9 novembre 97, la feud avec Brett. T'sais, quand je dis la feud avec Brett, là, c'est tout ce qui a mené vers là, Wrestling with Shadows, dans le fond. Là. Tout ça, là, c'était un gros segment de lutte puis de storylines. Évidemment, 29 mars 98, Stone Cold Steve Austin, name it, là, le Stunner, tout ça. Là. Puis la feud avec Hulk Hogan, 30 mars 2003, c'était en Mania 19, je pense. Et toi, tu dis, ton bout, c'est quand il se baigne là, dans la bière. Moi, c'est quand il se lève la tête juste par-dessus le ring apron puis qu'il a sa Scarlet Face à la Stone Cold avec son sourire démoniaque. Là. Ça, c'est l'image du worker Vince McMahon que je vais me rappeler. Ça, puis le... Turnbuckle Elbow de Shawn Michaels pendant que Vince est dans la poubelle, là, c'est sur une table. Là. À WrestleMania, oh oui. Ça, c'est complètement cinglé. Et Steve t'a nommé quelque chose d'épais qu'il a fait. Moi, je comprends le move, là. Je comprends le move de business. Il n'y avait pas le choix de le faire. Mais la façon dont tu as été géré, présenté, adressé, tout ce qu'il a fait au Moyen-Orient. Et là, n'allez pas penser que j'ai quoi que ce soit contre le Moyen-Orient, c'est pas ça. Mais
sais, j'ai trouvé que ce move-là, je me souviens même plus des noms qu'ils ont donnés là, quand ils sont allés à. Voyons, comment il s'appelait ce move? Oui, mais Crown Jewel. Bon, quand il a signé ce deal-là et tout ça, j'ai trouvé. C'est moins pire à Star, mais j'ai trouvé qu'il avait beaucoup dévalué le Big Four en faisant ça. Tu sais, comme là, il va le faire en Angleterre, mais c'est un one-off, là. Tu sais, il n'y en aura pas tous les années. Il en a fait un en Australie aussi, là, rappelons-nous, là. Mais il fait pas ça tous les années. C'est pas devenu le Big Six, là, ou le Big Seven, là, tu sais. Le Big Four, c'est le Big Four. Le Big Four, c'est le Big Four. Puis quand il a fait ce move-là, je trouve que ça aurait pu être adressé autrement. Puis je comprends qu'il faut qu'il donne du rendement à ses actionnaires, mais moi, j'ai eu un goût amer dans la bouche de cette affaire-là. On continue. Honorable Mentions, notre ami Steve, si t'en as, bien sûr. Oui, j'en ai. Moi, il y en a une, les boys, là. C'est la facilité qu'a Vince McMahon de jouer avec les émotions du monde puis à faire la paix avec le monde, là. Je vous explique. Il y en a une trollée qui sont partis, là, qui est en chicane avec Vince. Gars, on va prendre l'Ultimate Warrior. Non, ils ramènent, sont au temple de la renommée, puis c'est des grosses accolades. Il y a ce pouvoir puis cette facilité-là, Vince McMahon. Absolument. Mais ce que Vince avait dit à ce sujet-là, justement, quand quelqu'un y en avait parlé, il dit c'est bon pour moi, c'est bon pour ma business. Les fans sont contents. Ben oui, absolument. Parce que beaucoup des fans qui parlent à Vince McMahon, ils vont y parler du passé. Ah, ben oui. Oh, ben oui. Vince s'est rendu compte que la nostalgie autour de sa business, c'était payant. Absolument. Ah, ben oui. Absolument. Puis même Bruno, il est revenu. Jeff Jarrett. Il y en a un paquet. Bret Hart. Bret. C'est ça, exactement. Mais tu sais, Steve, de toutes les shows d'interview que j'ai entendues, puis je vais faire ça vite. Le plus grand talent que tout le monde semble... Je te parle des workers. Là. Le plus grand talent qui semble être unanime auprès des workers qui concerne Vince, c'est... Tu t'en vas voir Vince, tu as une idée de storyline, tu as une idée de match, tu as une idée d'angle. Puis Vince, là, jamais qu'il va scraper ton idée. C'est un gars de détail. T'sais, c'est le gars qui dit « Ouais, mais mettons, tu ferais ça. » Ouais, mais mettons... Vince Russo, il racontait que lui et Ed Ferrara, là, dans le top de l'Attitude Era, là, leur objectif, là, c'était de présenter un show à Vince puis que Vince dise rien. Tu sais, que ça soit parfait, là. Et c'est jamais arrivé. Et Vince Russo, tu l'aimes pas. Moi, je pense que c'est un incompris. Je pense qu'il a pas juste fait de la marde là, dans la vie puis dans la lutte. Mais il dit jamais qu'on a été capable de le stomper. Puis tous les changements qu'il nous a fait faire, c'est ça qui a fait exploser ces storylines-là. C'était ça son talent. Si on parle juste de lutte puis de booking, là. Sauf que là, ben, comme Pat Laprade l'a dit très pertinemment, je suis pas tout le temps d'accord avec lui, mais là, regarde, c'est Vince, il a passé son temps. T'sais, là, il pouvait plus. Il avait plus le pouls de ce qui se passe dans la société, point. Là. Il n'y a plus d'actualité, Vince C'est ça. McMahon. C'est ça. Puis, hey, j'en ai une dernière. Ben les oui, boys, vas-y. Elle n'est pas encore arrivée, mais je vous cale d'avance que le 1er avril 2023, Vince McMahon va s'introniser lui-même au temple de la renommée de la WWE. Jamais. Moi, je suis sûr que non. Jamais. Il veut rien savoir de ça. Moi aussi, je pense ça. En fait, moi, je pense qu'il y a tellement un gros ego là, qu'il va le faire. Écoute, il veut pas que les gars le nomment quand ils font la reproduction. Exactement. Okay? C'est pour les workers, ça. Puis moi, pour je suis sûr fans. qu'il ne voudra pas. Écoute, ils vont le forcer pour faire ça. Ben, s'ils font ça, je serais pas surpris que Vince soit même pas là. Va peut-être être occupé qu'une petite interne ou... Bon, OK. Hey, mais en conclusion... Si ça arrive, là, ça va être après son décès. On va être honnête. Ouais, ça arrête. En conclusion, je pense que là, on peut le dire. Ouais. Vince... Screw Vince. Ouais. Ça a sorti une couple de fois, là, mais effectivement, je pense que c'est tout à fait approprié. Hey, une petite pause, les amis, puis on vient avec le close. You humbled them and you humiliated them. Well, now it's my turn. I'm going to make you beg, DiBiase. Bon, là, je vais m'adresser à tous ceux qui n'ont peut-être pas encore fait leur coming out de lutte parce qu'ils n'aiment pas Vince. C'est terminé ce temps-là. Là. C'est fini, là. C'est le moment, là. C'est le moment d'éclore. C'est le moment de bourgeonner votre amour de la lutte. Et quoi de mieux pour ce faire que de vous joindre à la communauté des Ribbers
du Carré-Rond, c'est-à-dire vous rendre sur patreon.com/le Carré-Rond. Et pour la modique et ridicule et la moitié du prix du network, là, ben vous pouvez joindre une communauté de gens qui ont le même amour que vous pour la lutte, la même passion, et qui aiment échanger sur ce sujet-là, partager des memes, jaser des dernières nouvelles, partager des nouvelles et tout ça au moyen, bien sûr, de la Rib Room, qui est la communauté privée des membres de la plateforme Patreon du Carré-Rond. Je répète l'adresse, patreon.com/le Carré-Rond. Qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver tout le stock exclusif qu'on a fait depuis que ça existe. Il n'y a pas d'histoire de... Ouais, mais là, si je rentre là, non, c'est rétroactif. Vous avez accès à absolument tout. Ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, vous allez gagner l'accès à la Rib Room, qui est, comme je l'expliquais tantôt, l'endroit où on se retrouve entre nous. On jase des dernières nouvelles, on se partage des memes et tout ça. Et parallèlement à ça, et si vous le faites maintenant d'ailleurs, ben, vous aurez l'opportunité de vous joindre à nous pour les watch-alongs que nous faisons du Big Four, comme ce sera le cas dans le cadre de SummerSlam. Je vais être super transparent. On en a parlé et nous avions l'intention, bien sûr, de faire ça en personne, sauf qu'avec la recrudescence de cas, tout ce qu'on voit passer et tout ça, moi-même, je suis négatif, mais j'ai côtoyé des gens qui ont testé positif dans les dernières gardes. On ne prendra pas de chance, on va faire ça de façon traditionnelle. Mais par contre, soyez assurés que dès que ce sera possible d'assister à un Big Four en personne, exemple Survivor Series en novembre, ben c'est certain qu'on va faire ça un petit peu plus grandiose. On ne vous invitera pas, bien sûr, en Arabie Saoudite, mais on devrait être en mesure de faire ça à un endroit où est-ce qu'on pourra tous se retrouver, fraterniser et regarder ça ensemble. Mais d'ici là, ça va être sur Zoom. Faites à noter, très important, nous ne streamons pas l'événement. Vous devez y avoir accès de votre propre chef, c'est-à-dire WWE Network ou d'autres affaires qu'on n'est même pas obligé de jaser ici. Donc, ça règle ce cas-là. L'autre affaire, c'est que oui, Touski TV est maintenant la maison et le siège social du Carré-Rond pour les sessions d'enregistrement. Si vous êtes avec nous présentement, ben merci beaucoup. Sachez par contre que si vous êtes joint à nous en chemin, que si vous voulez voir l'enregistrement au complet, il est réservé à nos membres Patreon le lendemain. Et ensuite est rendu public la semaine suivante sur YouTube. Et pour ce qui est de la version podcast, disponible sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et tout bon podcatcher Android, elle est diffusée le samedi. Ça tourne toujours autour de midi. Ce qu'on veut faire, pourquoi c'est de même, Martin? Parce qu'on veut que vous soyez avec nous autres quand on enregistre. Ça nous motive, ça nous revivifie, ça nous énergise. Puis c'est bien plus le fun de faire ça avec un public comme c'est le cas ce soir. Et merci aux gens qui sont avec nous. Si ce n'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à nous donner un petit follow également sur Twitch. Je veux vous rappeler, bien sûr aussi, parce que, écoute, là, les boys, on a de la misère, OK? Parce que notre compte Twitter, en date du 27 juillet 2022, a 11 followers. Moi, mais là, Martin... Attends, wow. JC, non, tu me couperas pas. Je veux lancer un défi avant de fermer ma gueule. Je veux lancer un défi. Moi, je m'adresse à tout le monde qui va écouter le podcast, qui est avec nous autres sur Twitch en ce moment, qui fait partie de la Rib Room, qui aime la lutte, qui suit notre page Facebook, et peu importe, que moi, je dis que pour la semaine prochaine, on est capable d'avoir 25 followers sur Twitter. 25 followers, c'est 100% d'augmentation. Là. Moi, si on augmente de 100% à toutes les semaines, je vais être super content. 25, c'est faisable. Et avant de te céder la parole, je vous rappelle également que pour nous trouver sur YouTube, rien de plus facile, vous allez sur YouTube, tapez le Carré-Rond. Voici de quoi a l'air l'image. Parce que je suis un maillet, j'ai oublié mon mot de passe de l'ancien compte du Carré-Rond, mais tout est là. Donc voilà, et vas-y, mon cher JC. Ben écoute, Martin, parlant du compte Twitter, là j'en profite, on est live. Quand tu auras le temps, mais moi, comme gestionnaire, j'ai une pile de mimes prêtes. Ah ouais, il n'y a pas de problème, mais là, écoute, je vais d'ici mercredi prochain, tu vas être gestionnaire, il n'y a pas de problème. OK? Mais d'ici mercredi prochain, si vous voulez qu'il y ait encore plus de stock, si vous voulez des memes, si vous voulez que JC parte en peur, ça m'en prend 25. À 25, JC ne sera pas admin. Fuck that. Tiens, voilà.
Et voilà. Aidez-moi là-dedans. Ah là, je pensais que t'allais dire aidez-moi à vous aider. Je m'en allais fermer ton micro. Fait que c'est ça le Coréron. C'est une communauté super le fun. On n'a pas d'autres idées de grandeur que. Oui, je le vois ton doigt, Steve. Ouais, j'en ai une idée de grandeur, moi. J'en ai une idée de grandeur, là. Oui, mais laisse-moi finir Steve, laisse-moi finir ma phrase, s'il te plaît. Quand tu lèves le doigt, je le vois, puis je vais toujours à toi. On n'a pas d'idée de grandeur. On fait ça bien humblement. On gagne pas notre vie avec le Patreon du Coréron, sauf qu'on aime ça, donner du contenu exclusif aux gens qui nous soutiennent. Fait que patreon.com/le Coréron. C'est quoi ton idée de grandeur, Steve? Là, c'est un Big Four samedi. Puis là, c'est Steve Sauvé, là. C'est pas le Coréron, c'est pas Martin Godet, c'est pas JC, là. Ils me copieront, c'est tout. Là, on va faire un pool. Moi, celui qui gagne le pool, j'y paye un T-shirt du Coréron. Bon, ben, écoute, il y aura un pool. Et ben évidemment que si vous ne faites pas partie de la Rib Room et de la plateforme, ben vous participerez pas au pool. Such is life. Fait que je le répète une dernière fois, patreon.com/le Coréron. Sinon, ben on est disponible en podcast sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, tout bon podcatcher Android. Et si vous voulez nous suivre sur Twitter, on en veut 25 d'ici mercredi prochain et je m'engage à mettre JC co-admin du compte. Ben c'est @carré old school, pas d'accent. Donc, CARREOLDCHOOL. Sinon, ben, allez dans le search engine, tapez le Coréron, puis vous allez nous trouver. Je l'ai partagé dans le chat. C'est fantastique. C'est merveilleux. J'adore ça. Et même, tu vois, on devrait être à 12, là, parce que El Patron, il vient de dire qu'il s'est abonné. Steve, travailles-tu en fin de semaine, toi? Qu'est-ce que tu fais de bon? En fin de semaine, je vais être avec plein de monde. Des dizaines et des dizaines de personnes à écouter Survivor Series. OK. Ah ouais, ben là, c'est sûr que tu seras pas dans... Non, mais t'aurais pu être dans un ring vendredi. Non, je suis pas dans un ring en fin de semaine. J'avais des opportunités dans 2 semaines qui, malheureusement, c'est impossible pour moi. J'ai d'autres choses. Bon. Mais c'est pas grave, hein, parce que je vais passer une super belle soirée à écouter le Survivor Series avec les membres puis mes chums du Coréron. Hey, mais le pire, là, c'est qu'on a vraiment eu du gros fun sale à Mania aussi. C'était 2 soirs, là, ça va être juste un soir. C'est samedi, rappelons-le, c'est le 30 juillet. Mais c'est vraiment... Moi, j'ai trippé. Hey, je mangeais ma pizza, puis on te mémère à ça, puis j'ai des TV partout, puis le pool, puis on suit ça. Fait que c'est vraiment trippant. Et toi, mon cher Tabarnak, je suis plus capable de parler. Toi, mon cher G-Central, qu'est-ce qu'il y a de prévu dans ton futur? Ben écoute, dans mon futur presque immédiat, je travaille tantôt. Je te dirais qu'en fin de semaine, je suis en congé. Je vais être avec vous autres naturellement pour SummerSlam. Oh yeah. Mon prochain gala de lutte, ça va être le 6 août dans un camping dans le coin de Saint-Jean-Chrysostome. Bon. J'aime beaucoup faire les campings l'été, c'est quelque chose qui est le fun à faire. Sinon, ben on va me revoir à Lutte Academy le 14 août. Bon, ben 14 août, mettez ça à votre calendrier si ça vous tente. Moi, je vais vraiment tout faire pour aller faire un tour aussi cette fois-ci. C'est quasiment dans ma cour, anyway. Fait que si ça vous tente de venir nous rencontrer, moi, je vais être là. Puis j'espère qu'il y a de l'air climatisé puisque je vais mettre mon code de Doink. Voilà. Oui, je pense que tu devrais être assez confortable. Sinon, si tu veux de la film, tu peux toujours aller chez Steve sans la garder. Ouais, j'ai entendu dire ça. Il en a parlé 2-3 fois. Hey, c'est ce qui va mettre un terme à cet épisode 15 de la 6e saison déjà du Coréron. Et on vous laisse sur le meilleur mash-up de musique de lutte pour les shows sur Twitch, sur Touski TV qui sont présentés à 19h les mercredis. C'est l'œuvre de mon grand chum Super Dave Birubé. D'ici là, ben, hydratez-vous, portez-vous bien, faites attention à vous autres et faites aussi attention aux gens autour de vous. Salut les boys, on se retrouve la semaine prochaine. Membre de la famille H2O Web Media.